Bonjour à tous et bienvenue pour ce 32e podcast. C'est un podcast avec invité, mais comme d'habitude, les présents sont Gilles Hossein, bonjour. Bonjour. Akalabès, bonjour. Salut. Et Giggs, bonjour. Salut, salut. On fait un gros coucou à Mervyn qui est le monteur officiel du podcast et qui aujourd'hui n'est pas avec nous. Bonjour Merwin. Et je suis Witch. Nous avons aujourd'hui un invité à qui je vais dire bonjour. Bonjour. Et que je vous présenterai une fois qu'on aura parlé des actualités. Alors, Gilles Hossein, une première actualité qui concerne Robin Hobb. Oui, donc ça va te faire très plaisir. Écoute, j'en trépigne de joie d'avance. Oui, c'était l'annonce il y a environ 15 jours maintenant d'une nouvelle trilogie sur Fitz et le Fou. J'ai précommandé, tu penses les, bien. les personnages cultes de l'auteur. T'as précommandé les 18 tomes sur chez Flammarion Direct. En français, bien sûr. S'il vous plaît, c'est une annonce importante, laissez-moi finir. Mais je sais que des tas de gens sont contents, donc oui. Ça me fait plaisir pour les gens. Et donc le premier tome est attendu pour août 2014. Voilà, la troisième trilogie concernant ces personnages, qui a priori était finalement espérée par beaucoup, vu le nombre de réactions qu'on a eues en forum. Donc voilà, visiblement Robin Hobb est toujours un auteur particulièrement apprécié, une auteure. Mais c'est des personnages en mode zombie, ils revivent ou ils n'étaient pas morts dans la première... Pardon. Déjà, on va pas spoiler. Mais Ah bon moi, tout ce que je peux dire, c'est que je suis un peu étonné parce que la fin de l'Assassin Royal, enfin de la deuxième trilogie, était vraiment pour moi une vraie fin, enfin une vraie bonne fin d'ailleurs. Ça se prêtait pas à une suite. Bon, on peut faire confiance à l'auteur, oui, Aka. Moi, je dois avouer que je me suis arrêté après la première, parce que déjà, je trouvais que la fin de la première série était juste parfaite et du coup, j'avais pas envie de lire la suite. Donc, je me vois assez loin d'une troisième. Bon. Alors, en ce qui concerne l'actualité elbakin.net en direct, nous signalons à ceux qui ne sont pas au courant que nous avons lancé sur Twitter, je vais y arriver, c'est mieux que ce soit par écrit du coup, nous avons lancé sur Twitter un quiz fantasy qui a lieu tous les mercredis à partir de 16h. Ça a lieu 2 fois déjà, ça marche plutôt bien. Donc une dizaine de questions, vous avez à gagner la gloire pour l'instant, mais qui sait, à un moment ou à un autre, on dotera peut-être ce quiz de quelques prix, on verra. La reconnaissance aussi, ouais, aussi. à ce moment-là. Et puis comme on est en pleine phase de conquête du monde, et à un moment où ça paiera. Voilà, donc n'hésitez pas à venir participer. Les questions concernent bien évidemment la fantasy, mais sont, je pense, à votre portée. Voilà, une autre actualité qui concerne le donjon de Nullbuck. Oui, la célèbre série MP3, déclinée déjà en roman, en BD, etc., qui va a priori connaître une nouvelle déclinaison, pour pas me répéter, en dessin animé cette fois avec un projet de financement participatif pour essayer de transposer cet univers très particulier sur nos petits écrans. Alors j'ai eu la chance d'être invitée à la soirée de lancement au dernier bar avant la fin du monde. C'était vraiment chouette. Enfin, les images, les premières images, les premières scripts, les premières planches de travail, les dessins, tout ça, c'était vraiment bien réussi. Enfin, c'est peut-être un univers que tout le monde apprécie pas, mais en tout cas moi je trouve ça plus joli que la BD déjà. Donc c'est pas très dur. Non mais ça se vend quand même bien, donc il y a des gens qui doivent passer au-delà de l'aspect esthétique du truc. Et puis ça, voilà, c'est un univers assez drôle, donc je crois savoir que le lancement marche déjà bien, donc on leur souhaite plein de réussite. Chaussettes. Bon, le Salon Fantastique aura lieu du 1er au 3 novembre. Oui, je sais, c'est en même temps que les Utopiales, donc vous serez peut-être ailleurs. Mais en tout cas, il y a quelques auteurs, dont les 2 vainqueurs du prix elbakin.net français de cette année, qui seront en dédicace les samedis et dimanches à l'Espace Champéret à Paris. Si vous avez le temps et l'occasion de venir sur ce salon, l'entrée est gratuite si vous pré-réservé sur Internet. C'est une bonne occasion d'être dans un univers fantastique et fantasy pendant 2-3 jours. Il y aura aussi la présence de Sir Cédric, si je ne m'abuse. C'est ça. Sir Cédric, Jean-Luc Marcastel, Oliver Perru, Estelle Faye, Marie Pavlenko, j'en oublie, mais le programme est en ligne sur le site. Pendant la même période, on aura une équipe d'Elbakiniens qui seront aux Utopiales et qui intervieweront certains auteurs fantasy qui sont présents là-bas, dont Orson Scott Card. J'ai réussi à dire son nom en une seule fois sans me planter. Voilà, donc là aussi, vous pourrez suivre cette actualité et les interviews sur le site.
Alors, passons à notre débat du jour. Nous avons déjà eu le plaisir d'accueillir 2 représentants de maisons d'édition qui comptent dans le paysage des littératures de l'imaginaire. Nous poursuivons donc nos invitations et ce mois-ci, nous avons sollicité Le Bélial, représenté par Olivier Girard. Bonjour Olivier. Bonjour. Et sois le bienvenu. On va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter toi personnellement, résumer ton parcours professionnel, expliquer quel est ton travail au niveau des éditions du Bélial ? Alors, donc moi j'ai 42 ans, j'ai créé les éditions du Bélial en avril 1996, ce qui fait un petit bout. Donc moi je suis autodidacte pour l'essentiel. Moi j'ai fait une fac d'histoire, je me suis arrêté assez vite, j'étais pas un très très bon élève. Ah, Manu est content, il aime les gens qui font de l'histoire. Et qui s'arrête. Et en fait, donc moi je suis rentré dans l'édition en travaillant chez Albin Michel. J'ai fait un stage qui devait durer 1 mois, un petit peu pour voir comme ça ce qui se passait chez Albin. Moi je voulais travailler dans l'édition depuis tout petit, hein. Là pour le coup c'est vraiment une vocation. Moi depuis que j'ai 10 ans je bassine tout le monde avec l'édition, c'était vraiment mon truc. Et en fait chez Albin Michel je suis resté presque 1 an et demi en fait, en travaillant au département sciences humaines avec Jean Moutapa et Marc de Smet, donc sur la philo, la religion, enfin donc des choses qui sont très très loin de ce que je fais aujourd'hui, et ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu quoi. Donc de toute façon encore une fois c'est ce que je voulais faire, et ça m'a totalement conforté dans mon choix. Donc c'était censé être un truc que je faisais en parallèle de mes études, donc du coup j'ai réellement arrêté mes études pour me consacrer à mon boulot chez Albin. Et puis donc c'était un boulot à durée déterminée. Donc après il a quand même fallu que je trouve autre chose, et moi depuis tout petit, moi je savais que je voulais monter ma propre maison, c'était vraiment l'ambition que j'avais tout gamin. On est content que tu n'aies pas eu envie d'être président de la République. Ouf. Mais peut-être que je dis pas tout. Mais et donc du coup moi j'avais pour ambition de voir un petit peu vraiment comment se faisait le métier, étant encore une fois autodidacte, et donc je suis devenu libraire. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi à la Fnac, à Versailles, Fnac Parly 2. Avant qu'ils vendent des robots ménagers, tu veux dire ? Ouais, c'est ça, ouais, bien avant. Et du temps où il y avait encore des vrais libraires qui recevaient les vrais représentants, tout ça. Et j'ai énormément appris. Vraiment, ça a été une école pour moi considérable, la Fnac. Et puis suite à quoi on m'a proposé de devenir représentant chez Interforum, ce qui m'intéressait aussi parce que voilà, c'est encore un autre champ de boulot. Pour ceux qui ne connaissent pas, Interforum, c'est c'est un distributeur de livres. Ce sont les gens qui amènent qui travaillent les livres avec les libraires, qui présentent les nouveautés et qui font aussi en sorte que les livres arrivent en librairie. Donc c'est vraiment un rouage essentiel de l'édition. J'ai commencé un tout petit peu, mais ça m'a pas plu du tout. Et bossant depuis un petit moment déjà, la Fnac, chez Albin, j'avais mis un petit peu d'argent de côté. Donc là, pour vous situer, moi j'ai commencé donc quand même très tôt, parce que là j'avais 24 ans quoi, à ce moment-là. J'ai décidé de monter ma boîte, voilà, de franchir le pas, chose que je voulais faire encore une fois depuis longtemps. Là j'avais un tout petit peu de sous. Vraiment pas beaucoup, mais un petit peu. Donc j'ai tout arrêté. J'ai fait un assez long voyage quand même en Afrique pendant longtemps, 1 année à peu près. Et pour un peu m'aérer tout ça quoi. Et puis je suis revenu et j'ai créé les éditions du Bélial. Et donc ça en avril 1996. Donc une maison d'édition dédiée aux littératures de genre en général, à la science-fiction en particulier. Pourquoi ? Parce que ça aussi, c'est l'ambition, c'est le genre que j'aime, c'est ce que je voulais faire depuis tout petit aussi. Donc c'est absolument pas un hasard. Moi, je voulais travailler dans l'édition et je voulais travailler dans l'édition de science-fiction. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et alors, si tu devais présenter ta maison d'édition en quelques phrases, tu dirais quoi ? C'est quoi la ligne éditoriale du Bélial ? C'est toujours un petit peu délicat de résumer ça en une phrase, mais tu peux prendre plus d'une phrase. Ouais. Vas-y, lâche-toi. C'est bonnard, je vais tâcher. Mais
comme je l'ai dit, c'est ce que je voulais faire vraiment depuis tout gamin, donc c'est une ambition passionnelle, quoi. C'est vraiment un truc que j'ai en moi. C'est la chose qui m'importait. Donc si la ligne éditoriale, c'est une ligne de passion. Moi, j'ai pas une approche de genre, j'ai une approche d'auteur. Donc moi, je travaille les auteurs, je travaille pas les genres. Après que ça soit de la SF, de la fantasy, du polar, c'est pas tellement mon problème, même si évidemment en termes de démarche commerciale le problème se pose, parce qu'il y a un moment il faut savoir où on met les livres en librairie, mais avant tout moi ce que je fais c'est des rencontres d'auteurs, des rencontres de textes. Après je laisse éventuellement le soin aux autres de trouver les cases dans lesquelles ils vont se glisser, quoi. Alors il se trouve que c'est souvent de la science-fiction, mais c'est pas toujours le cas, encore une fois. Et il nous arrive de publier des trucs qui rentrent nulle part, qui sont des textes qu'on adore, mais qui sont inclassables. Ouais, qui sont inclassables, ouais, qui sont vraiment transgenres, ce qu'on pourrait appeler, enfin ce que Francis Berthelot appelle des transfictions éventuellement. Donc voilà. Mais ce qui est important de préciser, c'est que avant tout ça, avant de parler des livres, moi j'ai créé la maison d'édition avec un produit très très spécifique, qui est une revue. Ça a été la première chose qu'on ait faite au Bélial. C'est créer la revue Bifrost, qui existe évidemment toujours aujourd'hui. Là, on vient de publier le numéro 72, consacré à Ray Bradbury, entre autres. Et donc, on a commencé par ça. Ce qui est quand même une gageure. De toute façon, avec le recul, on avait quand même vraiment très très peu de sous. On savait pas trop où on allait, on n'avait pas de diffusion. Alors que, bon, moi, vu mon parcours, je connaissais quand même un petit peu le métier. Je savais très bien que c'était déterminant d'avoir une diffusion et une distribution. Et en plus, on décide de faire une maison d'édition consacrée à la littérature de genre, donc ce qui est une double gageure. Et le comble du n'importe quoi, c'est qu'on fait une revue. Voilà, ce qui est quand même le produit invendable par définition. Donc on a vraiment cumulé les handicaps. Tu dis tu t'es lancé tout seul, il y avait des gens avec toi. J'étais pas tout seul. Alors ce qui est un petit peu étrange, c'est que donc ça c'est un projet vraiment de copains. Les éditions du Bélial, c'est un truc d'amis. Depuis toujours, mais je pense que je me suis pas bien rendu compte, mais je pense que mes copains, je devais les bassiner avec ça depuis super gamin. Et le jour où je leur ai dit bon maintenant on y va, ils y sont allés, mais ils y sont allés parce que j'y allais, et ça je l'ai pas trop mesuré. Et quand on est vraiment rentré dans le boulot, je me suis aperçu que ces gens-là étaient moins motivés que moi, on n'avait sans doute pas les mêmes ambitions. On est restés très très amis. Certains sont encore actionnaires de la société, c'est pas un souci, mais ils n'avaient pas la même passion. Et donc du coup, en revanche, très très vite, parce que vous le savez aussi bien que moi, c'est quand même un domaine de passionnés. Et donc j'ai été rejoint très très vite par des passionnés dans cette aventure du Bélial et de Bifrost. Je pense qu'en ça aussi la revue nous a beaucoup aidé, parce que un peu comme pour Elbakin, avec le forum, le site, etc., ça crée tout de suite une communauté. Donc là faut se remettre dans le contexte. On parle d'avril 96, hein, donc internet ça existait évidemment, c'était quand même ne leur parle pas, ils connaissent pas. Oui, ils n'étaient pas nés de toute façon, donc ils me le font à chaque fois, donc voilà. Et du coup très vite, il y a des gens qui se sont agrégés au projet, qui n'étaient pas les gens du départ nécessairement, quoi. Donc je pense à Thomas Day, par exemple, pour pas le citer, puisque c'est vraiment un des... c'est pas un des fondateurs, mais tout de suite il a été là, moi je le considère comme tel. Pierre-Paul Durastanti, très très vite, l'équipe qui est celle d'aujourd'hui s'est constituée en 2 ans de temps. Mais encore une fois, c'était pas les actionnaire initiaux, quoi. Donc voilà. Mais cette équipe de passionnés, ça a permis de faire durer le truc, quoi. Ah oui, très clairement, surtout que pendant des années, évidemment, on n'a pas pris un copec. Ça a été quand même très très dur. Au début, on ne faisait que Bifrost, hein, encore une fois. Donc on gérait la diffusion, donc on appelait les libraires. C'était un bordel pas possible, quoi. Donc très très vite, ça moi je le savais, mais bon, on est rentré dans le concret de la diffusion, c'est-à-dire qu'il a fallu vraiment trouver un diffuseur, quelqu'un qui soit prêt à nous représenter en librairie. Ça a été extrêmement compliqué, parce que nous,
D'abord, on était jeunes. Donc en France, pas très compétent forcément. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, absolument. En plus, amateur de SF, donc définitivement très louche. Et puis voilà, on avait qu'une revue, donc un produit sériel avec des abonnés, donc du coup des gens qui l'achètent pas en librairie. Enfin, ça a été très très compliqué. Et je dois dire qu'on a été suivi par un petit diffuseur qui nous a aidé tout de suite, qui s'appelle CED. Belle lettre. Et voilà, c'est ça, ouais. Et merci à eux. Enfin, ça a été. Alors au début, on n'était pas avec les belles lettres, parce que les belles lettres, c'est le versant distribution de CED. CED, c'est la diffusion, et ils bossaient avec d'autres distributeurs. Donc, parce que ça a été vraiment extrêmement épique. Il faut bien voir quand même que donc fantasy tout de suite en fait. Ouais, mais incroyablement. Non mais parce que comme on parle de SF depuis tout à l'heure, j'ai eu peur que vous vous lassiez. Oui, alors bon, voilà. Moi je parce que je suis vieux, tout ça. Moi j'ai 42 ans, donc je dis SF. C'est pas très vieux, je trouve. Mais quand je dis SF, entendez littérature de genre. Hein, donc non, ça veut dire aussi avec fantasy. Et donc en fait, on est arrivé en distribution chez Distic, donc un distributeur qui n'existe plus aujourd'hui. Et pour cause, parce que 2 mois après qu'on soit arrivé chez eux, ils ont déposé le bilan. Et donc, à cause de Bifrost. Sans doute, ouais, bah évidemment. Tout se déroulait déjà selon nos plans, quoi. Et c'est vrai que je me marre, on rigole aujourd'hui, mais nous on a perdu de l'argent parce que les livres étaient en place, tout ça. Les libraires ont payé les livres, donc ils ont payé le distributeur. Le distributeur évidemment ne nous a pas payé. Donc ça a été un petit peu compliqué. Alors en plus, il y a eu un plan de reprise du distributeur, c'est un petit peu technique tout ça, mais je vous explique ça parce que c'est... Mais les auditeurs du podcast aiment bien. Donc, ouais, voilà. très bien. Ils nous le disent très régulièrement, c'est un monde qu'ils connaissent pas. C'est un petit peu la tambouille, mais... parce que vraiment l'édition indépendance en France, c'est quand même un sport de combat, mais réellement quoi. C'est-à-dire que nous, on était chez Distic qui dépose le bilan, il y a un plan de reprise, donc il y a des gens qui mettent de l'argent chez Distic, donc Distic existe encore. Renaît finalement quoi. Et donc nous on a un contrat avec le Distic précédent qui nous lie avec le nouveau Distic, donc on peut pas partir. Donc le nouveau Distic repart, remet nos livres en place, etc., sachant qu'on n'a toujours pas été payé du premier dépôt de bilan. Ça dure 10-12 mois et ça, Distic se recasse la gueule. Et là, nous, on s'assoit, de mémoire, je crois que c'était 22 000 euros, qu'on ne reverra jamais. Jamais. Alors, au moment où je vous parle, on les a jamais revus, quoi. Donc là, on a juste failli mourir, parce que, qui plus est, il y avait potentiellement encore un autre plan de reprise, donc on était toujours liés par notre contrat. Et... sauf que le plan de reprise n'étant pas encore effectif, on pouvait pas aller ailleurs, mais l'outil de distribution ne fonctionnait pas. Donc du coup, on était coincés. Non seulement on s'assoit sur plus de 20 000 euros, mais on peut plus publier de livres parce que nos livres ne seront pas distribués, en tout cas, on ne pourra pas les proposer en distribution ailleurs. Donc c'était vraiment la grosse merde. Donc ça dure longtemps. Hein. Alors dans le même temps, du coup, parce qu'il faut quand même survivre. Donc nous, comme on était on avait un petit peu des talents de graphiste, tout ça, donc on se met à faire de la pub pour bouffer, quoi. Donc on devient une espèce de studio graphique avec un de mes associés de l'époque, il est toujours d'ailleurs, qui s'appelle Philippe Gadi, qui est un illustrateur et qui continue à faire toutes les maquettes de quadrilles, pas les couves, hein. Il fait certaines couves, mais je parle vraiment des maquettes. Tout ce qui est quadrille au Bélial, c'est encore lui qui le fait. Et donc on se met à bosser pour McDo, pour des boîtes, ils nous payent pour faire de la pub. Ok, maintenant on s'en va. Alors je précise qu'ils ont tous mangé McDo ce midi, hein. Donc c'est un peu grâce au Bélial. C'est exceptionnel. Et sinon on est des fins gourmets, bien sûr. Que les choses soient très claires. Et donc le temps, les choses se tassent. Distic finit réellement par totalement disparaître. Ça y est, pas envie d'aller les achever à la hache. Alors pour la petite histoire, les gens qui ont repris Distic, ils ont fondé les librairies Chapitres. Ah, ok. Je sais pas si vous voyez où en sont les chapitres aujourd'hui. Ouais. Mais voilà. Des donc, mecs qui réussissent sur la longueur. C'est ça. Des gens qui aident les autres, c'est bien. Et du coup, voilà, très compliqué. On reste toujours au même endroit pour la diffusion, mais Distic s'arrêtant, on change on a le droit de changer de distributeur. Et on arrive aux belles lettres, enfin.
Et là, les belles lettres, au bout de, je sais pas, ça fait 8 mois qu'on est chez eux, là ça se passe très bien, on est content. Et là, il y a un incendie des stocks. Ok, vous seriez pas un petit Et peu chat ouais, noir au c'est ça, on est un peu poisseux, ouais. Et alors en plus, comme on n'avait pas un radis, on n'a toujours pas un radis, mais là c'était vraiment à l'époque, c'était pire que tout. Parce que voilà, on sortait de tout ce que je viens de vous expliquer. On n'était pas assuré, évidemment. Voilà. C'est quand même ballot, quoi. On va pas lâcher 400 €, ça sert à rien. Qu'est-ce qui pourrait se passer hein? Ça pourrait brûler. Bah, bon. oui, bon, bah, non, mais c'est jamais arrivé. Et du coup, on a quand même 60 000 livres qui disparaissent. Et donc voilà, enfin là on est au bord de la faillite, quoi. On est près de claquer. Alors là on est quand même aidé par le Centre national du livre, qui a vraiment été formidable, qui nous a vraiment beaucoup aidé. J'ai fait un petit calcul à l'époque pour me faire mal. Pour mesurer Chat combien noir on et aurait... masochiste. Ouais, Ok. c'est ça, ouais, ça. Bah oui, éditeur donc. Hein. Et donc pour savoir combien on aurait touché si on avait payé ces fameux 400 € d'assurance, et je préfère oublier le chiffre. Mais je serais peut-être plus éditeur aujourd'hui, qui sait. Mais non, je plaisante. Je serais sans doute encore plus éditeur que je ne le suis. Mais enfin, je publierai sans doute plus de livres. Mais bon, voilà, on s'en est remis. On est reparti avec les belles lettres. Voilà. Mais tout ça pour dire que quand on crée une petite maison d'édition indépendante, il faut apprendre vite, fort et durement. Voilà. Faut prier les bons dieux aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, absolument. Ou Shumnigorat, ou enfin qui tu veux, quoi. Mais faut prier, ouais. T'as pas vu ce dessin récemment? Je montrais ça à Aka en arrivant, où il y a une phrase qui dit Jésus a promis qu'il se débarrasserait de toutes les wicked people, tous les gens méchants. Odin a promis qu'il se débarrasserait de tous les géants de glace. Moi, j'ai pas vu un géant de glace. Je trouve ça bon, donc plutôt Odin, hein, les gars. Plutôt. Mais dans cette, je finis juste là-dessus, dans cette galère de distribution, en tout cas initiale, c'est-à-dire le distique première mouture, dans l'édition, les gens qui nous écoutent, il faut bien comprendre qu'on n'était pas les seuls qui connaissent. Il y avait Mnemos et La Talente aussi, quoi. Donc moi j'ai connu Stéphane Marsan, puisque j'en parle puisque manifestement il m'a précédé à ce micro, et on s'est retrouvés tous les deux, Stéphane me branchant avec son avocat pour qu'on essaye de se débrouiller et de se sortir de ce merdier, quoi. Donc voilà, ça a été vraiment épique, ouais. C'était marrant mais épique. Et donc, c'est quoi les premiers titres qui ont permis de lancer la maison? C'est vraiment Bifrost? Alors, c'est parce que de toute façon, pendant 2 ans, parce que pour dire les choses clairement, on avait tellement pas de thunes qu'on a créé, je crois que ça existe plus aujourd'hui, mais on avait une forme de SARL un peu particulière qui s'appelait une SARL de presse, et donc qui ne nous autorisait qu'à faire de la presse, comme son nom l'indique, parce que c'était un capital très très bas. Et donc pas de livres. Et donc pas de livre, voilà, c'est ça, que de la revue. Ce qui nous dérangeait pas dans un premier temps, puisque de toute façon on voulait lancer la revue d'abord. Mais effectivement, voilà, pas de livre. Donc on avait, à l'époque c'était en francs, mais c'était 2000 francs de capital. Donc ça fait, je sais pas, 300 €. 300 €, voilà, c'est ça. 300 € de capital de départ, donc vraiment pas grand chose quand même. Les capitalistes que vous étiez. Et voilà, c'est ça. Non, mais on avait quand même mis tout pour fabriquer les livres, tout ça, parce qu'on a quand même beaucoup investi quand même, mais qu'on n'avait pas mis dans le capital. Et ce qui est une connerie incidemment, mais ça c'est un autre débat. Et donc on est vraiment réellement parti sur la revue. Dans le même temps, Gilles Dumay, lui avait monté sa propre maison d'édition avec plus de sous, parce que lui c'est vraiment un vil capitaliste, et donc ouais, on a commencé à balancer, ouais. Et donc lui il avait suffisamment de capital pour avoir une SARL classique d'édition normale. On s'entendait vraiment très très bien, on bossait déjà de fait ensemble, et du coup on a plus ou moins réuni les deux maisons. C'est-à-dire que le Bélial a racheté son fonds, on a augmenté le capital du Bélial à l'occasion, et on est devenu SARL d'édition pleine et entière à ce moment-là. Donc ça c'était en 98, donc 2 ans après. Donc effectivement, pour répondre à ta question, c'est Bifrost qui a lancé la maison. On a commencé par ça. Dans un deuxième temps, 2 ans après, donc après avoir publié environ une dizaine de Bifrost, on s'est mis à faire des livres, en plus de la revue. En fait, on a créé la revue, de laquelle on a décliné une collection de livres, quoi. Petite question, ça vient d'où le Bélial, le nom? C'est un truc de rôliste, évidemment, comme Bifrost. Enfin, c'est mythologique. Ça.
Le Bélial, alors il y a deux trucs. C'est pourquoi le choix plutôt que pourquoi le mot. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, les gens avec qui j'ai fondé la maison d'édition, c'était donc des amis d'enfance. Et avec lesquels moi je faisais du jeu de rôle tout le temps, on jouait à plein de jeux, mais notamment à Stormbringer, donc tiré de Moorcock, et on avait inventé nos propres règles, et notamment des trucs avec des plantes qui nous donnaient de la magie machin, et une plante qui s'appelait Bélial, voilà. Donc ça c'est le premier truc très très bête. Ça sent le cul de chouette, hein, moi je dis ça. Ah ouais. Sans doute. En même temps, c'est maison d'édition de geek, hein, clairement. Assumer, revendiquer, y a pas de souci. Et donc, parallèlement à ça, c'est aussi une référence mythologique, parce on a créé aussi nos créatures, on a notre propre jeu de rôle, et avec son background, etc. Et dans lequel, il y avait Bélial, l'ange de l'abîme, c'est Abaddon, l'ange de l'abîme, mais c'est un de ses potes. Tenait un rôle important. Donc voilà, Bélial, c'était ça, quoi. À l'origine, c'est ça. Et Bifrost, pareil. Donc Bifrost, c'est l'arc-en-ciel qui réunit donc chez les Vikings, il y a 9 mondes stratifiés. Voilà, donc le Bifrost. C'est pour ça que je te parlais d'Odin. Voilà, exactement. Voilà. Mais du coup, donc il y a eu Bifrost, et puis ensuite, quelle est maintenant la ligne éditoriale du Bélial aujourd'hui? Ça n'a pas tellement changé, hein. Donc nous, alors Bifrost, donc c'est une revue dans laquelle on publie de la fiction. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une revue qui ressemble un peu à un livre. Ça fait 200 pages tous les 3 mois. Et il y a quand même une grosse partie consacrée aux nouvelles, textes inédits d'auteurs français et d'auteurs étrangers, traductions. Donc nous, au moment où on a lancé des livres, il y avait déjà des auteurs qu'on défendait. On les défendait dans la revue, mais effectivement, ça nous semblait un petit peu restreint comme champ, donc on a eu envie assez vite, et de toute façon, c'était le plan dès le départ aussi, de les défendre en bouquin autonome, en roman, en recueil, en anthologie, etc., quoi. Donc voilà, la ligne du Bélial, c'est ça, c'est de défendre les auteurs qu'on aime, quoi. Donc je peine toujours à trouver un adjectif pour définir la ligne, parce que ça fait je l'ai dit, c'est en 96, donc on a publié environ 200 bouquins, donc voilà, trouver une transversale sur 200 titres, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'au regard du parcours que je viens de vous évoquer, moi j'ai une conscience aiguë de l'équilibre qu'il faut trouver, à commencer par l'équilibre financier, et donc cet équilibre, il se jauge à la passion, c'est-à-dire que tous les livres qu'on fait au Bélial, bien évidemment, on y croit tous, et on y croit avec la même passion, mais il y en a sur lesquels on met plus d'attentes, et d'attentes de vente, évidemment. Donc c'est un équilibre entre guillemets la tentation commerciale, sans se trahir bien évidemment, et puis des choses qui vont nous être beaucoup plus personnelles, et dont on se dit, si on en vend 500, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà. Et alors ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est un autre équilibre qui aussi découle de cet équilibre financier. C'est moi, je suis un passionné, je pense que ça s'entend, donc je lis la littérature de genre depuis que je suis tout petit. Il se trouve que la littérature de genre, c'est une littérature qui a une histoire. Et moi, cette histoire, elle m'est extrêmement chère à travers les auteurs qui ont construit cette histoire. Et donc moi, j'estime qu'il faut faire en sorte que cette histoire, elle soit disponible au lecteur. Donc, c'est aussi trouver un équilibre entre auteurs anciens et modernes. Voilà. Donc, on a bien compris que la ligne de ta maison d'édition correspond à ta vision du genre. Oui, absolument. Ouais, et du coup, tu viens de parler de l'historique du genre. Et c'est quoi pour toi les ouvrages de référence en tant que lecteur ? Alors, pas tous, mais les principaux. Oui, bien sûr. C'est les ouvrages de référence, c'est pas nécessairement, c'est pas tous. Il y a ceux que je publie. Enfin, disons que moi, je distingue. Moi, j'ai une approche assez passionnelle. Donc, moi, mes ouvrages de référence, ça va être les ouvrages qui m'ont passionné quand j'étais gamin. Donc voilà, c'est des auteurs comme Robert Silverberg, Jack Vance. Moi, aujourd'hui, quand je publie ces auteurs-là, je suis l'éditeur le plus heureux du monde, vraiment. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai rêvé de publier ces gens-là depuis que je les ai lus, depuis que j'ai 10-12 ans, et aujourd'hui, je les publie.
Et pour moi, c'est exceptionnel. Donc ces gens-là, moi, ils sont fondateurs. Jacques Vance, c'est un auteur fondateur, très très clairement, quoi. Clifford Simak, c'est un auteur fondateur. Donc moi, voilà, quand je publie des recueils de Clifford Simak, c'est un espèce d'accomplissement personnel, très très clairement. Et en même temps, on fait œuvre d'historien, œuvre de redécouvreur, parce qu'il y a plein de textes de ces auteurs-là qui demeurent inédits. Alors Jacques Vance, c'est moins le cas, hein, c'est même plus du tout le cas. Mais Clifford Simak, c'est clairement le cas. Hein, donc, il y en a plein. Il y en a plein. Theodore Sturgeon, c'est la même chose. On parlait de Silverberg tout à l'heure. Donc voilà, moi, c'est ces auteurs-là qui ont bercé mon enfance, qui sont des grands jalons dans l'histoire du genre, que ce soit en SF ou en fantasy. Là, en ce moment, je travaille sur un très très gros bouquin écrit par Leigh Brackett, qui est un auteur qui est un des auteurs fondateurs de la fantasy moderne, qui a énormément inspiré Michael Moorcock, qui a été l'espèce de tutrice de Ray Bradbury. Donc voilà, enfin, moi, travailler ces auteurs-là, c'est à la fois un pied énorme, et je pense que c'est déterminant pour le genre. Enfin, il faut que ces livres soient disponibles, quoi. Voilà. Du coup, quel est le rôle pour toi d'un directeur de collection ou d'un éditeur dans la situation mouvementée actuelle ? Ce rôle de faire œuvre de lien historique entre toute l'histoire du genre, ou est-ce que tu vois autre chose en plus ? Oui, il faut à travers, au-delà de ce rôle de remise à disposition des classiques ou de redécouverte de ces classiques, disons, ces grands jalons, quoi. Il faut aussi découvrir les auteurs. Enfin, ça, c'est l'essence même. Donc, on reparle d'équilibre, encore une fois, entre moderne, ancien, auteur français, auteur étranger. Tu penses que dans une littérature de genre, c'est plus difficile de faire comprendre aux gens qu'il y a les anciens et les modernes, enfin, que tu vois que c'est important de lire du Sturgeon Je sais pas. Je sais pas. Je m'en rends pas bien compte, j'en sais rien, à vrai dire. Je pense qu'en revanche, ce qui est l'évidence, c'est que c'est plus difficile de faire lire des auteurs français, ça c'est sûr. Chose qu'on s'explique assez simplement, mais qui est vachement injuste finalement, quoi. Surtout au regard des auteurs français qu'on a aujourd'hui, parce que clairement, moi je considère qu'il n'y a jamais eu autant d'aussi bons auteurs maintenant dans l'histoire du domaine. Enfin, c'est énorme, hein. Il y a une espèce de vivier. Ça, c'est le résultat de notre travail à tous, hein. Les maisons d'édition indépendantes ou pas, les blogs, tout ça. Enfin, il y a quand même eu une espèce d'éclosion à l'orée des années 2000 en quantité et en qualité, qui, à mon avis, dans l'histoire du genre, est unique. Autant en SF qu'en fantasy. Alors, pour la SF, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Mais enfin, il y a quand même de très très bons auteurs. Et ça, il faut s'en féliciter. Après, c'est vrai qu'en ce moment, on en parlera peut-être plus dans le détail plus avant dans la conversation, mais ouais, en ce moment c'est compliqué. Mais pour tout un tas de raisons, pour des raisons qui sont propres à l'édition, mais aussi qui la dépassent, qui la transcendent complètement, puis aussi pour des raisons techniques, pour le numérique. Enfin voilà, il y a des choses qui changent en ce moment, mais c'est aussi des chances, quoi. Donc moi j'ai pas une vision pessimiste du tout. En tout cas, sur la durée, d'une manière générale, et de manière plus précise sur le Bélial. Oui, tu parles justement de transformation. On a parlé assez... Il y a assez peu de temps des transformations que les libraires doivent subir pour réagir un peu à la crise. Donc, tu sembles dire que c'est un peu le même cas pour les éditeurs. Et dans quel sens ça va ? Qu'est-ce que vous... Moi, je pense que mon sentiment, si je dois s'il faut se faire du souci pour quelqu'un, à mon sens, c'est les généralistes, pardon. Je parle principalement des libraires. Moi, j'ai le sentiment que alors c'est assez complexe, hein, il y a plein d'éléments dans tout ça, mais que Virgin, la Fnac, Chapitre, tout ça, c'est des structures qu'on vidé de sens le travail le métier de libraire. Virgin est complètement vidé, de toute façon. Oui, absolument, ouais. C'est de vrai. sens et du reste. Et du reste, ouais, tout à fait. Non, mais c'est terrible pour les gens qui y bossaient, bien évidemment. Mais je me félicite pas du tout de la disparition de Virgin, hein, que les choses soient claires. Hein, mais il y a des, je pense qu'il y a des raisons objectives. Enfin, moi, encore une fois, j'ai été libraire
à la Fnac pendant plusieurs années. J'ai des amis aujourd'hui, libraires Fnac, donc en 2013, et quand je vois le travail qu'on leur demande, c'est pas un travail de libraire, du tout. La Fnac, pendant très très longtemps, s'enorgueillissait d'une compétence de renseignement, de fonds, etc. C'est plus vrai, c'est devenu réellement un supermarché du livre. Donc il faut pas s'étonner que ces gens-là, de mon point de vue, soient en difficulté, quoi. Idem pour les groupes, en ce qui concerne l'édition de genre. Moi, je pense que il y a une espèce de condescendance. Enfin, globalement, j'ai quand même le sentiment que les groupes se foutent du genre. Alors, j'exagère un peu, je grossis le trait, mais c'est vrai qu'ils attendent un petit peu la vache à lait. Alors quand elle arrive, là, en ce moment, c'est Game of Thrones, c'est formidable. Mais c'est réellement l'arbre qui cache la forêt, quoi. Moi, je pense que travailler dans ces groupes-là, je pense que quand on est passionné, c'est extrêmement compliqué, vraiment. Et moi, c'est quelque chose qui m'a frappé très vite, et c'est pour ça que dès le début, moi, j'ai voulu être indépendant en tant qu'éditeur de genre, bien évidemment, parce que, pour moi, ça me semblait impensable au regard de la vision de l'édition que j'ai, de l'exprimer dans un contexte de groupe. Et donc, je pense que dans tous les changements dont on parle, des problèmes de diffusion, l'arrivée du numérique, la crise, tout simplement, la crise financière, le fait que c'est dur pour tout le monde. Moi, je reste convaincu que l'excellence, et encore plus qu'en temps, entre guillemets, classique, représente un atout majeur. Et je pense que les libraires spécialisés, ou en tout cas extrêmement pointus, qui s'occupent de leurs clients et qui s'occupent des auteurs qui vendent et des livres qu'ils défendent, ils ont réellement une carte à jouer. Et de la même manière pour les éditeurs. Donc il faut, effectivement, encore une fois, c'est du boulot de passion, donc c'est pas tellement payé, c'est énormément de temps. J'allais dire, c'est pas payant. Voilà, c'est peu payant. C'est peu payant. C'est peu payant financièrement, mais d'un point de vue humain, c'est extrêmement riche aussi, quoi. Donc après, c'est des choix. Hein. Il faut être super réactif. Il faut être en éveil en permanence. Enfin, nous, en août 2009, pardon, on a été le premier éditeur de France, le premier à faire une plateforme de vente numérique. Voilà, c'est pas Pierre-Paul Jacques, ça s'est fait au Bélial. Parce que, voilà, nous on a conscience de ça. Il faut être à l'écoute. Il y a un marché qui est en évolution. Il y a des choses qui se passent. Là, concernant le numérique, très franchement, le seul truc qu'on sait, c'est qu'il y a le train quitte la gare. On sait pas où il va aller. Mais moi, je pense que les gens qui sont pas dedans, c'est dommage pour eux. Voilà. Et ça coûte peu cher, quoi. Et surtout, ça peut être fait dans le respect des auteurs, dans le respect des gens qui s'expriment à travers ce média. Oui, Gillo ? Oui, mais justement, est-ce que tu pourrais nous détailler un peu ce que vous avez fait, parce qu'effectivement, vous avez été très actif dès le début au niveau du numérique. Est-ce que ça a aussi modifié, je sais pas, tes habitudes de travail Alors pas moi. Oui, enfin, alors pour que les choses soient bien claires, c'est pas moi qui m'en occupe. Hein. C'est Clément Bourgoin au Bélial qui gère le numérique. C'est l'ancien gérant de la librairie Is. Absolument, c'est ça. Ouais, la librairie en ligne, ouais. Tout à fait, la librairie en ligne, ouais. Donc c'est notre geek à nous, et notre geek informatique à nous. Donc lui, c'est vraiment un spécialiste. Il a plein d'idées, il a envie d'essayer plein de trucs. Et moi, mon boulot, moi, aujourd'hui, au Bélial, c'est de savoir m'entourer. Et je pense que c'est le propre de tout responsable, quel que soit le domaine, que ce soit l'édition, n'importe quoi. Enfin, il faut savoir s'entourer. Moi, le numérique, très franchement... Gilles Sen. Ouais. C'est peut-être ça que j'ai oublié de faire. Oh, merci. Je plaisante. C'est cool. Bonne ambiance. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Ah, c'est D'ailleurs, sympa, chez Albakin. Hein. D'ailleurs, on va s'en aller, là. Hein. Bon, moi, je vous laisse. Merci Je Olivier retourne d'avoir soulevé ce problème. je vais au cafard cosmique, moi. C'est vachement plus sympa. Oui, Et, c'est connu pour ça. Et donc, moi, j'ai eu conscience de l'importance du truc tout de suite, mais j'ai aussi eu conscience de mes limites. C'est-à-dire que, voilà, moi,
je maîtrise pas l'outil, je sais pas, j'avais pas tellement d'idées de ce qu'on pourrait en faire, de comment l'aborder, etc. Donc très vite, voilà, moi j'ai demandé à Clément de s'en occuper plein pot et c'est ce qu'il fait, quoi. Donc après, nous ça concrètement, moi je suis éditeur, donc moi je travaille du texte. Alors évidemment. Encore un mec qui fait son boulot juste en lisant, quoi. Et on en a déjà parlé. Les libraires, les éditeurs, des mecs qui lisent. Et donc ça, très concrètement, moi au quotidien, ça change pas, quoi. Alors, ce qui a changé, pour dire les choses un petit peu crûment, il y a eu des négociations de contrats, enfin voilà, parce que c'est comme c'est un nouveau support, il y avait des choses, il y avait des choses à inventer. Donc en même temps, c'est quand même super excitant. C'est pas, enfin dans l'édition, des vraies nouveautés. Depuis Gutenberg. Ouais, voilà, il y a pas eu, voilà, bon. Dédicace à Gilles Tanas. Et donc là, c'est vrai que c'est un petit peu l'émulation et quelque part, c'est quand même super stimulant. Il faut qu'on trouve un système. Donc nous, voilà, on essaye des choses. Encore une fois, dans le respect et des auteurs, bien évidemment, et avant tout, mais aussi des libraires. C'est-à-dire que nous, on travaille avec Eden, qui est notre diffuseur numérique, qui est le bras numérique de la Sodis, c'est-à-dire que la diffusion Gallimard. Donc on travaille en prise directe avec les libraires aussi sur le numérique. Mais bon, pour répondre à ta question, moi au quotidien, ça, très franchement, ça n'a rien changé. Ce qui est sûr, c'est que c'est une source. De toute façon, l'édition, je veux pas être pontifiant, mais c'est pas très compliqué. C'est comme une espèce on le dit depuis longtemps. Non, mais financièrement, il faut essayer. J'imagine que c'est comme toute entreprise, il faut essayer de diversifier les sources de revenus. C'est comme une espèce de commode avec plein de tiroirs. Et il y a le tiroir de la vente à l'étranger, il y a le tiroir de la reprise poche, il y a le tiroir du numérique, il y a le tiroir du grand format. Il y a des sources de revenus divers et variés. Alors c'est souvent des petits revenus, mais cumulés, voilà, ça fait des ventes et ça fait de l'argent. Donc le numérique, c'est un de ces tiroirs. Alors la question, c'est effectivement quelle va être la taille du tiroir, quoi. Là, on n'en sait rien. Très franchement, on n'en sait rien. Là, nous, pour dire les choses, on est le samedi 26 et donc on lance une OP là dans quelques jours de 5 bouquins à 99 centimes pendant une semaine, 5 titres du Fonds Bélial pour voir ce que ça va donner, quoi. Évidemment avec l'accord des agents, des auteurs, de tous les gens concernés, des libraires. Ça permet ça, le numérique, ça permet des essais, des trucs qu'on n'aurait pas pu faire sans. Oui, Aka. Et en tant que lecteur, t'en penses quoi? Je suis pas super emballé. Mais bon, moi je suis un vieux con, toi, c'est 42 piges, c'est foutu pour moi. Non, mais très franchement, j'ai une liseuse, moi, monsieur. Ouais, moi aussi. Ouais, non mais il y a pas de souci. Non mais alors professionnellement c'est super parce qu'évidemment ça évite d'imprimer des manuscrits à tout va et ça c'est vachement bien. Puis les agents anglophones t'envoient directement le truc. Enfin c'est un gain de temps et de fric aussi qui est considérable. Donc professionnellement c'est super. Moi quand je lis un bouquin, moi en tant que lecteur, je lis un livre papier. Voilà, je préfère. Franchement je suis plus à l'aise avec l'objet. Ça me parle davantage, mais c'est moi encore une fois. Hein, oui, non, mais il y en a, tout le monde et en plus, moi, comme je bosse sur du texte tout le temps et que ce texte-là, je l'appréhende uniquement par l'écran sur le boulot. Enfin, pas uniquement, mais principalement. Si tu veux, moi, quand je lis un livre numérique, même pour le plaisir, j'ai l'impression de taffer, quoi. J'ai l'impression d'être au boulot. Donc ça ta m'emmerde. lecture plaisir, c'est le papier. Clairement. Bon, et justement, c'est quoi au niveau édition les locomotives du Bélial? Est-ce que tu as eu récemment des grosses déceptions ou bien un succès inattendu? Est-ce qu'il y a des déceptions plus anciennes dont il y a plein. Sur la durée, il y a plein de trucs, mais récemment, on a vraiment une bonne surprise. L'été, alors pas l'été dernier, enfin l'été 2012, on a sorti. Nous, il y a parmi les classiques, parce que bon, je parlais de classiques puis d'auteurs contemporains. Nous, il y a un auteur classique qu'on défend énormément qui s'appelle Poul Anderson. Donc, il y a un auteur mort, classique. C'est celui qui a fait 3 cœurs, 3 lions. Voilà, c'est ça, ouais, absolument. Ouais. Et puis qui a fait Rolf Kraki et qui a fait un livre considéré dans le monde anglophone comme un énorme classique de la fantasy, qui s'appelle The Broken Sword.
qui est un des bouquins qui a amené Moorcock à la fantasy, que Moorcock considère notamment, enfin comme aussi important que le Seigneur des Anneaux. C'est paru à peu près en même temps. Alors c'est un trope de dire ça, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Moorcock qui le dit. Et ça, c'est un livre non traduit en France qu'on va traduire l'année prochaine. Jean-Daniel Brech qui s'occupe de ça en septembre prochain. Voilà un scoop. Et ouais, absolument, parce qu'en plus c'est vrai que enfin la date, je crois qu'on l'a même pas encore annoncé, mais voilà, ça sortira en septembre. Et donc oui, on a sorti. Alors Poul Anderson, c'est un graphomane, hein, un mec qui a écrit énormément de livres. Et alors en France, on le connaît beaucoup pour La Patrouille du Temps, le cycle de La Patrouille du Temps, qui n'a été que très partiellement disponible pendant des années. Il y avait un volume chez J'ai lu. Nous, on a édité l'intégrale qui fait 4 volumes. Et donc l'année dernière, on a sorti un de ces bouquins inédits de SF, alors de pur SF, même un petit peu de hard SF, donc de SF un peu scientifique, qui s'appelle Taux Zéro. Et ce livre-là, il s'est étonnamment bien vendu, vraiment. Enfin, on est quand même super content. Alors c'est la résultante d'un boulot, hein, c'est là encore où, moi je parlais tout à l'heure de politique d'auteur, et ça, là c'est flagrant, c'est ça qui paye. C'est-à-dire que je crois, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que c'est le 8e ou le 9e bouquin de Poul Anderson qu'on ait publié, Taux Zéro. Et voilà, enfin maintenant là on en fait quasiment 6000, donc enfin pour ce qui est pour nous beaucoup, donc avec un joli succès aussi en numérique, donc voilà. Oui, Gillo. C'est même pas mal pour n'importe qui en ce moment, 6000 finalement. Je pense. Alors bon, moi je suis pas un fanat des chiffres, je passe pas mon temps sur GFK à regarder les ventes des uns des autres. Je sais c'est un peu la marotte des éditeurs, mais c'est un peu normal, c'est le marronnier quoi. Enfin c'est tout le monde ment sur ces chiffres globalement. Enfin c'est un truc dont je me suis rendu compte très très vite. Alors maintenant c'est vrai qu'il y a des outils qui font que faut faire un peu attention parce qu'on peut vérifier quand même. Donc donc les gens se méfient un petit peu. Mais oui je pense que c'est quand même pas mal. Ouais c'est pas mal, et surtout pour un bouquin de SF qui est quand même assez exigeant. Alors c'est un peu particulier, Taux Zéro, je pense que ça a été très très relié, soutenu par les profs, parce qu'il se trouve, alors moi je m'en étais absolument pas rendu compte, oui parce que moi on publie pas mal de SF au Bélial, et notamment de hard SF, donc de SF un petit peu scientifique. On est un des éditeurs, et peut-être en ce moment l'éditeur de Greg Egan en France par exemple, qui est quand même un auteur quand même. assez velu niveau SF. Moi je peux pas. Ouais, c'est costaud. C'est Au niveau du torse aussi. Et alors on sait pas, parce que on sait pas à quoi il ressemble. bon Greg Si ça se Egan. trouve c'est une fille, hein, comment vous auriez mal. Ouais, c'est très possible. Il y a Werner Vinge, laissé courir le bruit pendant un moment que c'était plusieurs auteurs. Werner Vinge aussi, Et moi c'est ce qui m'a sorti de la SF en fait. C'est vrai. Ah ouais, Moi, tout d'un coup j'ai l'impression d'être tomber débile. dedans, ouais. Mais alors, il faut que vous sachiez qu'elle n'aime pas Gravity. Alors voilà, tout est dit. Mais c'est pas de la SF, je te signale. Les Chinois ont une station dans Gravity, une station orbitale, donc c'est de la SF quand C'est même. de la quoi. SF, ouais. Ça se trouve ils en ont une Mais et on n'est pas au courant, je vois pas le. Oui, c'est tu vrai, vois. Ça aussi. Enfin, la NSA est sans doute au courant. Hein. Parce qu'il téléphone depuis lui a la dit. station. Tu vois. Et donc oui, on m'a expliqué que le programme de première S et terminale S est en partie abordé dans le bouquin, expliqué. Et du coup, on a eu énormément de demandes de profs. Alors bon, il y a une postface de Roland Lehoucq qui est assez éclairante. Et Roland Lehoucq, qui est un collaborateur du Bélial et de Bifrost en particulier de très très longue date, qui est un astrophysicien pour les gens qui le connaissent pas. Et si vous avez l'occasion de voir des conférences où il y a Roland Lehoucq invité, faites-le parce Ouais, que c'est assez intéressant. ouais, voilà, C'est génial. même quand on n'est pas scientifique. Ouais, vraiment. Puis voilà. il réconcilie tout le monde Ouais, avec c'est ça. les maths, la physique C'est et tout. un Enfin, très vraiment. bon vulgarisateur. Absolument. Ouais, non, il est Tu redoutable. dis qu'il est vulgaire, je comprends pas. Et, Quand tu parles de donc, chiffres. c'est Roland qui m'a expliqué ça. Effectivement, il y a eu un relais énorme au niveau des profs, tout ça, et je pense que ça explique pas mal le succès de ce bouquin-là. Mais quoi qu'il en soit, ça c'était récemment, c'était une très très belle surprise pour nous. Après des désillusions, ouais, il y en a eu aussi récemment. De toute façon. C'est toujours un bouquin, c'est toujours une aventure. On sait jamais. C'est aussi ça qui est génial dans ce boulot, quoi. On rencontre un texte, un auteur, on adore et on essaye de faire partager sa passion. Et ça marche pas tout le temps, évidemment, quoi. Et ce qui est bien normal. Et donc c'est vrai que des déceptions, il y en a plein là récemment. Nous, alors bon.
moi, je suis têtu. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Mais on fait vraiment des politiques d'auteur. Donc, c'est pas une vue de l'esprit. C'est-à-dire que les ventes, il y a un moment, la tyrannie des chiffres, c'est quand même une réalité. Mais Obélial, elle intervient quand même très très tard. C'est-à-dire qu'on va apprendre plusieurs fois le mur, même assez violemment, avant de commencer à comprendre qu'il va falloir qu'on fasse peut-être un peu autrement. renoncer, Voilà, ouais, exactement. Et donc, il y a un auteur que j'adore. Alors là, on est dans les auteurs résolument contemporains, qui s'appelle Lucius Shepard, qui est un auteur de. C'est typique du Bélial, c'est-à-dire que c'est un auteur qui fait aussi de la fantasy, qui fait du fantastique, qui fait du mainstream, qui a des textes de SF, et puis qui a des textes qui sont rien de tout ça, et en même temps tout ça. Donc c'est un auteur inclassable au sens premier du terme, réellement, quoi. Tu veux bien nous raconter l'aventure du dragon Griaule un peu pour ceux qui ouais, bah alors donc voilà, ça c'est une déception, voilà, enfin en tout cas alors c'est pas faute qu'on en ait, non, c'est pas de notre faute. Ouais, c'est vrai, vous l'avez, c'est un titre que vous avez vachement poussé, ouais, absolument, et je vous en remercie, c'est cool, ça fait plaisir, mais c'est vrai que Shepard, c'est un auteur qui casse les codes tout le temps, et c'est pour ça que Shepard, il fait du Shepard, et c'est pour ça que c'est un auteur, de mon point de vue. Un auteur, c'est ça. Tu sais, moi, l'impression que j'ai pour avoir lu Shepard, qui n'était pas pour moi un truc facile à lever, c'est que Shepard, c'est clairement le Werner Vinge ou le Greg Egan de la fantasy, c'est-à-dire que t'arrives à, tu vois, c'est un truc, c'est vraiment au bout du genre, et si t'es pas déjà très très fan du genre. C'est difficile, quoi. Ouais, en même temps, je pense que bizarrement, le revers de ce que tu dis, c'est que je pense que si tu lis pas du tout de fantasy, tu peux lire Griaule. C'est toi, Shepard, c'est un mec aux États-Unis. Certains de ses bouquins sont préfacés par Russell Banks. Tu vois, c'est un mec de stature. Énorme quand même. C'est un mec. Alors le problème de Shepard, c'est que c'est un auteur culte. Donc c'est un auteur qui se vend un peu sous le manteau. C'est un auteur sur lequel on dit beaucoup de choses. Et du coup, évidemment, il a un public de fans hardcore, mais c'est quand même un public restreint. Mais voilà, un de ses fans, c'est Russell Banks. Ce qui est quand même pas tout à fait n'importe quoi. Maintenant, c'est vrai que je pense que Griaule, pour le lecteur lambda, et je dis ça sans aucun, c'est pas du tout discriminant ce que je dis. Enfin, il y a aucune condescendance dans mes propos. C'est sûr qu'il va être secoué. Ouais. C'est pas ce à quoi il s'attend. C'est pas ce qu'il lit habituellement. Ça, c'est certain. Donc, voilà, il y a un problème de positionnement sur Shepard. On sait pas trop où le mettre, parce que Griaule, on aurait pu le mettre à la limite en rayon de mainstream. On aurait pu faire une couve beaucoup moins évocatrice, moins dans le genre. Parce que Griaule, donc c'est alors il y a deux bouquins au Bélial. Griaule, c'est 2 livres. Il y en a un qui s'appelle Le Dragon Griaule, qui réunit un ensemble de nouvelles ou de courts romans, disons, qui est un gros bouquin illustré par Nicolas Fructus, comme le suivant d'ailleurs. Et donc voilà, il y a des textes dans lesquels il y a beaucoup plus de genre que dans d'autres. Le projet Griaule, c'est très simple. Lucius Shepard, c'est un ancien journaliste. Il a couvert la guerre du Nicaragua, par exemple. Il a fui pour pas faire le Vietnam et tout ça. Enfin, c'est un mec extrêmement engagé. Et il a vécu beaucoup en Amérique du Sud, et il a vu le mal de l'emprise américaine sur les jeunes démocraties sud-américaines, donc d'Amérique du Nord sur l'Amérique du Sud. Et Griaule, c'est la métaphore de ça. C'est-à-dire que Griaule, c'est l'histoire d'un dragon géant, pétrifié, il y a des millénaires peut-être au cours d'un combat par un sorcier. Et ce dragon, il est pétrifié. Il est pas mort, il est pétrifié. Et ça, c'est les États-Unis d'Amérique en Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'il distille une espèce d'aura maléfique, néfaste, qui empêche l'environnement de se développer comme il devrait. Donc Griaule, c'est politique, c'est un livre politique, clairement, quoi. Alors évidemment, pour les lecteurs de Glenn Cook, qui n'auraient pas écouté des choses que j'ai peut-être déjà dit précédemment, Glenn Cook, quand on lui pose la question de qu'est-ce que vous pensez de l'Empire américain, il dit mais je comprends pas, il n'y a pas d'Empire américain. Voilà. La vraie différence entre Shepard et Glenn Cook pour moi. Mais bon. Je suis pas sûr qu'ils soient hyper copains. Je pense pas, non.
Et oui, donc on l'aura compris, hein, Shepard est résolument de gauche. Et Glenn Cook est un facho. Non, je plaisante. Hein. Je plaisante. Mais ces bouquins sont cool. Ouais. Pour les fachos. Non, moi j'adore la Compagnie Noire. Vraiment. Bon, non, je plaisante aussi, j'ai pas lu moi, donc je peux pas dire. Pas sûr que t'aimerais quand même. Oui, je crois que je m'y suis pas penchée, c'est pas par hasard. Non, mais donc voilà, en tout cas, Shepard, c'est réellement un auteur qui transcende les genres. Et du coup, pour certains lecteurs, notamment, certains lecteurs de fantasy, tous ne sont pas comme ça. Là, je fais des énormes généralités et des raccourcis qui valent ce qu'ils valent, comme tout raccourci, donc pas grand-chose sans doute. Mais la littérature de fantasy, c'est quand même parfois beaucoup une littérature de code. On aime l'image du coin du feu avec la pipe, tout ça, c'est un peu ça la fantaisie. On s'assoit, on se prend ses chaussons, on est bien. On a un plaid, et voilà, et c'est sympa, et on va nous raconter une belle histoire. On l'aura peut-être déjà un peu lu, un peu machin, mais c'est pas très grave. Si les persos sont bien, on est embarqué par l'histoire, etc. Si vous lisez Shepard, vous allez tomber de votre canapé, quoi. C'est dans cette optique-là, oui, quoi. Oui. Pour les lecteurs qui lisent comme ça, c'est juste une calamité, quoi. Ça, c'est sûr, quoi. Là, la pipe, c'est du shit, hein. C'est pas dans la pipe, ça c'est sûr. Et tu sais qu'aux Imaginales, quand je lui ai posé une question pour lui demander, en lui disant que son livre était pas très très gai et tout ça, et je lui disais, mais dans la vraie vie, est-ce que de temps en temps vous êtes optimiste? Et il m'a dit, yes, when I'm on drugs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc quand je suis high, quoi. Shepard, je vais pas raconter sa vie, mais parce qu'en plus il y a des choses un petit peu perso, mais ceci, il en parle. Là, il a sorti un bouquin qui est un recueil de nouvelles qui sont des nouvelles plus ou moins autobiographiques et donc dans lequel il se livre énormément. Et donc c'est un mec qui est parti de chez lui à 16 ans parce que son père le battait. Et quand il est parti de chez lui, il ne savait pas si son père était vivant. C'est-à-dire qu'il s'est battu avec son père. Il l'a laissé sur le carreau. Montagne, pour les gens qui l'ont pas vu. Maintenant, il est âgé. Voilà, il est diminué, il est malade. Il a fait un AVC récemment, qui plus est, mais c'est quand même. On sent que c'était une masse. Ouais, c'est un mec qui fait 1m90. Je pense que voilà, il devait peser son quintal quand même. Donc, en plus, il faisait de la boxe. Et donc, il a éclaté son père. Et il est parti. Et il n'est pas parti de chez lui. Il est parti des États-Unis. Il a pris un bateau. Et il est parti en Irlande et il a travaillé pendant 2 ans dans une fabrique de cigarettes. Donc voilà, c'est ça Shepard. Et c'est un mec, il est parti de chez lui à 16 ans, il n'y a plus jamais foutu les pieds et il a fait 10 fois le tour du monde. Mais Shepard, même, alors maintenant encore une fois, il est diminué, mais il y a quelques années, moi les premières fois où je l'ai rencontré, il disait mais moi j'ai envie d'aller là-bas, machin. Alors toi tu lui disais mais je vais essayer de te trouver un hôtel. Et il disait mais non mais je m'en fous, moi je dors dans la gare. Enfin voilà, il est comme ça. C'est une espèce d'archétype de l'auteur aventurier qui a fait 1000 métiers, mais Shepard c'est vraiment ça, quoi. Et c'est un grand de la littérature américaine, encore une fois. Enfin pour moi il est de la stature de Russell Banks. Et je suis convaincu qu'un jour ou l'autre ça se saura, ça se verra en termes de vente aussi. Malheureusement, je crains que ça soit après sa mort. Ouais. Non, c'est comme ça. Donc voilà, c'est ces auteurs-là aussi qu'on aime défendre au Bélial, quoi. En tout cas, mais tu le vends, ça a l'air super cool. Hein. Enfin, moi, je suis conquis. Ouais, ça donne envie. Hein. Moi, j'achète ça demain. Demain, c'est dimanche, tu pourras pas. Pas, on peut le vendre ici, alors on est au Bélial, c'est bon. Alors justement, tu parlais de Nicolas Fructus et des magnifiques illustrations de Griol, mais c'est un sujet qu'on aime bien évoquer sur elbacking.net, la politique des couvertures, parce qu'il y a pas mal de lecteurs qui mentionnent leur importance au moment du choix. Ça se fait comment le travail à ce niveau au Bélial ? Alors, donc moi je suis... Je dessine tout moi-même. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est mon fils qui fait ça. Mais donc ouais, moi je suis, on l'a compris, un lecteur de genre, j'adore ça et je le revendique, y compris l'imagerie. Moi j'aime ça. Alors après on peut pas faire n'importe quoi en fonction des textes, etc. Mais moi l'imagerie de genre, qu'elle soit de SF ou de fantasy, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je sais que c'est pas en ce moment, c'est pas super à la mode. Enfin, il y a pas mal d'éditeurs qui essayent de réfléchir à nous faire passer du genre comme si ça en était pas, etc. Comme si c'était un petit peu sale, machin. Moi, c'est pas du tout ma politique. Moi, en SF, je travaille beaucoup avec Manchu, par exemple, qui est un auteur un illustrateur de SF hyper réaliste.
qui fait des vaisseaux spatiaux que je trouve dément. Enfin, moi, c'est un mec qui me fait voyager à mort. Là, moi, pour mes 40 ans, j'ai emmerdé tous mes potes et tout pour qu'ils m'offrent un original de Manchu qui est un peu plus haut là dans l'escalier que je vous montrerai tout à l'heure, qui est en plus une couve du Bélial d'un auteur d'un bouquin d'Ian Banks que j'ai publié il y a quelques années. Et donc voilà, moi je fais des images de genre pour des bouquins de genre, y compris assumé totalement, y compris en fantasy. Et alors, moi j'ai le luxe, ça c'est aussi un choix de publier peu de livres. Ça on en a pas parlé, mais moi j'estime qu'il y a trop de livres publiés de toute façon, et qu'un mauvais bouquin prendra toujours la place d'un bon livre. Donc moi je publie peu de bouquins, et ça encore une fois c'est un choix vraiment décidé dès le début. Alors là on en publie un petit peu plus parce qu'entre guillemets on est un peu victime de notre succès, de notre boulimie aussi. Enfin, on est un peu plus nombreux maintenant d'un point de vue structurel et tout ça, donc on se lâche un peu, mais je fais quand même très très attention à pas publier plus d'un bouquin par mois généralement. Enfin, c'est exceptionnel quand il y en a 2, et donc du coup le fait de publier peu de livres autorise le luxe suivant qui pour moi est extrêmement précieux, c'est de choisir réellement les gens avec lesquels tu travailles tout le temps, à tout niveau, que ce soit en termes de maquette, d'illustration, de traduction, vraiment à tout niveau, quoi, de fabrication, à tout niveau. Et donc du coup moi je travaille avec des amis essentiellement, et il se trouve que Nicolas Fructus c'est un ami de très longue date. J'adore ce qu'il fait, il a fait plein de coups de Bifrost depuis longtemps. Et là il m'a tiré vers un projet dont je peux parler maintenant parce que c'est en voie, enfin ça avance pas mal, et on s'est dit récemment qu'on pouvait en parler. Deuxième scoop, attention. Ouais. On va faire de la BD au Bélial. Wow. Et on part donc sur un énorme projet de BD de fantasy. Waouh, double waouh. Avec illustré par une BD de Nicolas Fructus. Ah ouais, classe. Et du gros graphic novel français, et un truc qui a vraiment pas d'équivalent, c'est-à-dire qu'on part sur des formats de 160-70 pages, tout en quadrille, 10 volumes, 10 tomes. C'est un truc de dingue, ouais, ça s'appelle Derio. Et c'est le monde que Nico développe depuis qu'il est gamin. Comme voilà, moi je développe le monde du Bélial depuis que je suis tout petit. Lui développe Derio. Et donc le Bélial rencontre Derio, et je pense que ça va faire un joli bébé, quoi, vraiment, quoi. Enfin, on est à fond. Enfin, ça c'est un truc qui nous éclate vraiment. Et donc voilà, Nico c'est un ami, j'adore ce qu'il fait, je trouve que c'est un mec qui a un talent énorme, et humainement il est imparable, parce que c'est un mec super, vraiment. Et donc voilà, là on est en train de bosser sur le prochain numéro de Bifrost qui sort en janvier, qui sera un spécial HP Lovecraft. Et évidemment, c'est lui qui fait la couve. Là, il va y avoir un paquet de clients sur Elbakin, on le sait. Ouais, bah super, tant mieux. En fin d'année prochaine, amis auditeurs d'Elbakin, sachez que Bifrost ferait un spécial Tolkien, je vous le dis. C'est où qu'on s'abonne. Et donc voilà, c'est Nico qui fait la couve parce que c'était l'évidence, parce que Cadas, parce qu'il adore Lovecraft et tout ça. Et donc voilà, moi je travaille comme ça, mais ça c'est aussi la résultante d'un choix. Et encore une fois, ce choix initial, c'est de publier peu de bouquins, mais parce que voilà, ces bouquins, ils correspondent tous à un engagement total de tous les gens qui bossent au Bélial. On est tous super d'accord sur chaque livre qu'on fait, et voilà, on travaille. En fan, quoi. Ça arrive jamais qu'à un moment il y en ait un de l'équipe qui dise non mais là moi les gars, ce truc là ça me parle pas, quoi. Il sort. Non, alors bon. Ah, c'est démocratique donc en plus. Non. Ouais. Toi Song of Anarchy, toi. Moi c'est Ron Perlman. Je vois bien. Et vous avez tous des motos et tout et des super blousons. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que chacun vote, mais moi c'est 2. Non, bon, alors d'abord on est très peu nombreux, hein. Je parle comme si on était une multinationale. On avait tous compris ça. Ah merde. Non, c'est... Oui, il y a des textes qui plaisent davantage aux uns qu'aux autres. Ce qui est déterminant, in fine, j'ai quand même le final cut parce que c'est quand même c'est moi qui dirige le Bélial, c'est comme ça. Mais moi je suis super ouvert à la conversation. Enfin vraiment j'aime qu'on discute, j'aime la conversation. Ça a dû s'entendre depuis le début, j'arrête pas de jacter. Mais j'aime les échanges. Crois-moi, ça va. C'est vrai. Bon, ok. Il y a pire. Il y a différent. D'accord. Ouais. Je m'en doutais.
Mais et de fait, oui, il y a des bouquins. Puis moi, il y a des livres. C'est une telle rencontre que je fais pas tout tourner non plus. Il y a beaucoup de bouquins qu'on m'apporte, c'est-à-dire que mes collaborateurs me disent mais ça c'est super, c'est pour nous, machin, tout ça quoi. Donc là de fait on est plusieurs sur la prise de décision. Il y a certains bouquins là, typiquement, pour prendre des exemples concrets, en février, on publie un bouquin d'un auteur français qui est surtout connu pour avoir fait des choses en jeunesse, qui s'appelle Loïc Le Borne. Son roman là qu'on sort en février s'appelle Hystérésis. C'est pas du tout un livre jeunesse, c'est un livre post-apo. Moi ça c'est un texte que j'ai lu moi, donc enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment, enfin ça m'a vachement parlé, etc. J'ai dit c'est pour nous. J'ai pas demandé, enfin il y a pas eu d'échange là-dessus. Ouais. Après il se trouve que là on a bossé sur la maquette, tout ça, et Erwan qui est l'assistant édito du Bélial l'a lu, a trouvé ça vachement chouette, sans que j'ai besoin de le taper, donc c'est plutôt bon signe. Et donc voilà, mais oui, on n'est pas toujours tout le temps d'accord. Hein. Et du coup, quand il y a un truc qui marche pas en relation avec tes espérances, même si parfois on sait que le public peut passer à côté d'un super bon truc, est-ce que tu prends le truc de plein fouet perso ou non, en dehors de l'auteur, évidemment, c'est l'auteur le responsable en premier, on est d'accord. Ça m'embête. Non, très franchement, ça m'embête d'abord pour l'auteur, mais parce que non, moi je me sens super responsable, évidemment quoi. Après, très franchement, je veux pas parler comme un vieux con, mais bon, ça fait quand même des années que je fais ça, donc tu relativises quand même. En plus, si tu veux, nous on fait encore une fois, on fait Bifrost, qui est une revue critique, hein, donc nous on critique les livres. Donc double casquette, tu veux donc dire. Double casquette, et je vois ce que, moi étant éditeur, j'ai une conscience aiguë de ce que peut être une mauvaise critique, la manière dont elle. Donc moi ça m'a appris à vachement relativiser fatalement. En plus, il nous arrive, on a quand même une ligne critique assez dure dans la revue. Évoqué, oui. Ouais, on est un peu connu pour ça aussi. Mais là on revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire des bons livres et des mauvais livres, quoi. Et donc de fait, si moi je suis pas, si j'accepte pas l'échec, alors que nous, notre boulot dans Bifrost, c'est aussi de faire le juge de paix à notre niveau. C'est-à-dire, nous, on considère que ça, c'est un échec et ça, c'en est pas un. Après, les libres gens ne nous croiront pas, mais nous, c'est ce qu'on fait tout le temps. Si je l'accepte pas, j'arrête. Oui. Enfin, toi... tu renies une partie de toi. Ouais, complètement. Donc oui, ça fait jamais plaisir un échec, évidemment. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu, quoi. Oui, Aka ? Ouais, là, tu parlais un peu de tes auteurs, etc. Est-ce que t'as récupéré des auteurs qui étaient en déshérence d'éditeur Ouais, clairement. Sur les classiques, oui, beaucoup. Poul Anderson, typiquement. Alors là, vraiment. Sur les auteurs plus récents, Lucius Shepard, je te dirais aussi. Tu sais, en France, en littérature de genre, il y a un phénomène qui va parler aux lecteurs de fantasy, c'est le héros, tu vois, le héros éditorial. C'est-à-dire que toi, Lucius Shepard, et ça c'est vrai pour plein d'auteurs, il a été défendu par un mec en France, éditorialement parlant, qui est un petit peu mon maître dans l'édition. C'est un peu lui qui m'a coopté, qui m'a appris plein de choses, qui s'appelle Jacques Chambon, qui est un monsieur qui est mort maintenant et qui a dirigé la collection Présence du Futur pendant longtemps chez De Noël, et la collection Présence toujours chez De Noël, avant de faire de s'occuper d'une collection chez Flammarion, et qui est un monsieur qui avait énormément de qualité de mon point de vue, quoi, et qui m'a beaucoup aidé, et donc Jacques publiait Shepard, et c'est lui qui me l'a fait découvrir. Et le jour où Shepard, où Jacques est mort de manière subite, hein, il a eu une crise cardiaque, je savais très bien que si je prenais pas le relais, personne publierait Shepard. Et ça c'est un exemple sur Shepard, mais ça vaut pour plein d'auteurs, hein, vraiment, quoi. Ça a été pareil pour Greg Egan, par exemple, toi qui a été suivi qui a été lancé entre guillemets par une petite structure qui s'appelait DLM, Francis Valéry Sylvie Denis, mais qui faisait surtout des nouvelles. Et après il y a eu Gérard Klein en Ailleurs et Demain. Du jour où il a arrêté, terminé. Donc le héros, c'était fini. Donc voilà, moi
Donc oui, ça arrive très très fréquemment, ouais. Oui, évidemment. Ouais. Oui, parce qu'il peut y avoir la rencontre d'un éditeur et d'un auteur Absolument, et qui font absolument. un duo Ouais, tout à fait. qui meurt quand tout à fait. quand Et en plus, c'est dans l'édition de genre, j'ai la faiblesse de croire qu'on est quand même entre gens bien élevés, et donc on évite aussi un peu de se piquer les auteurs et tout ça, même si bon, ça arrive quand même. Hein, j'ai des exemples extrêmement concrets en tête, mais bon, voilà, il y a aussi c'est aussi à prendre en compte aussi, quoi. Donc le coin gossip, bon, entre nous Olivier, c'est qui l'auteur le plus cool de ton catalogue? Il va te citer un auteur mort. Mais c'est clair, j'en ai plein de cool. Deuxième question, plus dure, c'est qui le plus relou? Il est mort aussi. Bon, la réponse à la deuxième question, si c'est un vivant, ça rapporte plus de points. Non, j'ai pas de. Il y a un truc dont je me suis rendu compte très très vite. J'aime pas les auteurs. En fait. C'est que si on publie beaucoup d'auteurs anglophones en France, il y a une raison. Au moins on les voit pas, on les voit entend pas, on passe avec les gens, ils nous emmerdent pas. Ah, c'est ce rapport spécial à l'auteur dont tu parlais depuis le début. Ami auteur français, si tu nous écoutes. Mais non, oui, je me suis rendu compte très vite que de toute façon, l'acte d'écriture, c'est une évidence que de dire ça, mais je pense que c'est la même chose pour la traduction, enfin pour l'illustration. C'est un acte solitaire par définition, donc c'est des gens angoissés, enfin de fait. Et Gilles Hossein, tu peux nous parler de ton angoisse? Non, j'ai rendez-vous avec mon psy lundi. Je lui réserve mes confidences. Et donc c'est vrai qu'il y a une demande de regard, d'accompagnement de la part des auteurs. Et donc très vite il faut c'est compliqué. Franchement c'est hyper intéressant et c'est le nœud du boulot et c'est ça aussi qui fait la richesse du travail parce que c'est des rapports humains et des rencontres formidables. Mais on a vite fait de devenir amis, surtout dans une boîte comme le Bélial où on publie peu d'auteurs à dessein, encore une fois par choix. Donc c'est vrai que quelqu'un comme Thierry Dirolo, par exemple, qui a une réputation un petit peu dure, c'est un mec humainement qui propose une œuvre que je trouve vraiment formidable, et manifestement je suis pas le seul, je crois savoir que chez Albakin il a eu un prix pour Elbron il y a pas si longtemps. Mais c'est une œuvre difficile, exigeante, engagée, entière, à l'image de l'auteur. Et voilà, donc tu peux dire ouais il est chiant, mais en même temps il est d'une richesse humaine. Non, moi j'ai pas dit ça, jamais. Non, quand je dis tu c'est voilà, toi en général, mais moi qui n'a pas aimé. Non mais moi j'ai mais lui non plus ne t'aime pas. Oui ben je sais. Mais... Non c'est pas vrai, j'en sais rien. Ben justement, c'est l'occasion de dire Thierry Dirolo, je n'ai jamais dit que je vous aimais pas, juste que j'ai pas réussi à rentrer dans le livre voilà, je crois qu'il y a des rencontres complètement qui sont respectable, pas, mais bien moi sûr. j'ai par contre fortement conscience du fait que les bouquins rencontrent pas autant de lecteurs et autant de gens qui aiment par hasard, quoi. Bien sûr. En dehors des gros blockbusters et où quand tu dis un mauvais bouquin prend la place d'un bon, il y a parfois des blockbusters dont on comprend pas très bien le succès et qui sont des daubes et qui marchent quand même. Voilà, point, nivellement par le bas, tout ça. Moi, j'ai conscience en ayant lu Bank Green que c'était un bouquin de qualité sur lequel, enfin tu vois, j'ai pas réussi. Voilà. Non mais c'est éminemment respectable. Mais je tiens à répéter à Thierry Dirolo que je le déteste pas. Voilà. Je suis sûr qu'il ne croit pas. Mais alors là, c'est plus de mon degré. C'est toi, hein, ton éditeur, donc tu te débrouilles. Non, mais voilà, c'est des rencontres de toute façon riches avec des gens pleins d'aspérité, pleins de profondeur et aussi de déchirement, quoi. Donc voilà, c'est des gens qui, enfin, certains auteurs peuvent te demander beaucoup si tu laisses la porte trop ouverte. Donc il faut trouver un espèce d'équilibre aussi, parce qu'il faut aussi préserver sa vie privée, il faut aussi pas se faire complètement bouffer, pas se faire aspirer, etc., quoi. Et alors généralement les auteurs les plus simples dans la gestion du travail, de mon expérience, de mon point de vue, d'après mon expérience, c'est les auteurs, parce que ça aussi c'est propre au secteur aussi, enfin pas que, mais notamment, c'est les auteurs qui sont aussi éditeurs, parce qu'évidemment par définition ils savent ce que c'est, donc ils sont plus disponibles au retravail,
détails, ils t'emmerdent pas sur le moindre mot de ta 4e de couverture, sur l'illustration que t'as mis, machin, tout ça, que tu leur as pas montré quand il fallait, tout ça. Bon, donc voilà, mais globalement, enfin au Bélial, enfin pas globalement, avec tous les auteurs, ça se passe extrêmement bien, vraiment quoi. C'est, Pas de gossip geeks, désolé. non, Dommage. assez peu. Enfin, ça dépend. Si je peux, ouais. Même Tu pas peux un petit inventer des relou trucs. à nous dire, Vas-y, invente des trucs. un auteur qui t'a emmerdé. Non, mais les auteurs, encore une fois, ils sont, je pense, pour beaucoup, là, encore une fois, je généralise, mais ils sont angoissés et leur boulot, enfin, leur production, pour certains, c'est aussi ce qui les fait vivre. Donc, c'est un enjeu crucial à 2 étages, quoi. Donc, ils mettent ce qu'ils ont. En plus, nous, au Bélial, on a tendance quand même à publier des auteurs qui mettent quand même leur trip dans ce qu'ils écrivent, réellement, quoi. Dégueulasse. Donc, ouais. C'est un fantasy gore. Et de fait, ouais, c'est. D'où les auteurs morts, zombies, tout ça. Voilà. Oui, Aka, une petite question sur le déroulement. Ouais, comment se passe la découverte des textes au Bélial ? Alors, il y a. Je pense un peu comme partout ailleurs. Il y a les manuscrits qui arrivent déjà, c'est-à-dire des soumissions spontanées, Libre, disons. ouais, Voilà. spontané. Donc, ça, il y en a beaucoup. Faut savoir qu'en moyenne, on en reçoit à peu près 800 par an, quoi. Donc 800 manuscrits quand même. Arrêtez quand même, d'écrire, les gens, arrêtez. Ah bah si on avait autant de lecteurs que d'auteurs potentiels, on serait tous très très riches. Hein. Et On a déjà dit ça dans le dernier oui, podcast. oui, j'imagine, ouais. Quand je dis 800, c'est 800 manuscrits, c'est imprimé. Nous on refuse les manuscrits numériques, sauf quand c'est envoyé par les agents, parce que justement, ça nous permet un peu de balayer. Enfin voilà, il faut que les gens soient un minimum motivés, parce que si tu ouvres ta boîte mail, c'est pas 800 qu'on va recevoir, hein, c'est le triple, je pense vraiment, quoi. Donc voilà, il y a ces soumissions là. Et t'as jamais pensé à demander les tickets de caisse de toutes tes autres œuvres Alors parfois on devrait, parce que je t'avouerais que c'est ce qui est, enfin, et ça je pense que c'est pareil pour tous les éditeurs. Ce qui est particulièrement agaçant, c'est quand tu reçois un manuscrit d'un auteur dont tu vois très très bien qu'il a jamais ouvert le moins de bouquins que t'aies publié. Et ça, c'est super chiant, parce que c'est pas le fait qu'il ait acheté tes bouquins, mais que tu vois bien qu'il envoie à tout le monde, il sait pas qui t'es, ils s'en foutent, toi. Vous pourriez publier des livres de cuisine, je veux dire. Ouais, voilà. Je vois pas le problème. Un effort illustré par Nicolas Et, Fructus. Alors on a ce type d'exemple un peu extrême, des gens qui t'envoient des Vous avez recueils des- de non, mais on a des recueils de poésie, des choses comme ça, toi, où on a des trucs de je sais pas, toi, de high fantasy, enfin toi un peu qui sont très très loin de ce qu'on publie, vraiment très très loin, et ça manifestement, toi, c'est des gens qui savent pas ce qu'on fait, parce que enfin sinon tu Des licornes, des fées, des ouais, trucs voilà, toi, des habillants. choses comme Ouais. ça, ouais. Mais toi, de manière un peu primaire, toi, enfin Ouais, premier ouais. niveau, quoi. Bah oui, non, c'est pas pour nous. Donc ça, c'est super agaçant. Donc ça, c'est le premier vecteur. Le second, c'est les rencontres et c'est le réseau, quoi, évidemment, quoi. Donc ça, pour nous, encore une fois, on est là depuis longtemps. Les gens nous connaissent. On fait la revue. On reçoit beaucoup de manuscrits aussi pour la revue, évidemment, quoi. La revue, hein, enfin, je fais toute petite parenthèse, mais c'est par numéro, c'est 25 personnes qui bossent sur chaque numéro. Donc c'est quand même une grosse machine, quoi, maintenant. Hein. Et donc oui, le réseau, donc les gens qui nous soumettent, mais pas par la poste, voilà, des gens qu'on connaît, des auteurs, bon, voilà, ou nous on demande aussi, ça, t'as pas un manuscrit, moi j'ai adoré ce bouquin, je cherche tel truc, machin, voilà, t'en es où, bon, voilà, ou t'entends parler d'un projet. Et puis évidemment après il y a tout le réseau anglophone, donc ça c'est les agents qui envoient les textes, toi qui les sollicites, t'essayes. Alors nous on n'a pas ce qu'ont certaines grosses boîtes, ce qu'ils appellent des scouts, donc des éclaireurs, des Bien connu des rôlistes, Mais tout à fait. l'éclaireur. le petit louveteau au fin fond de l'Arkansas, et qui donc lit lui la production sur place américaine, et qui fait des comptes rendus de tout ce qui sort, ou même avant que ça sorte. Lui, généralement, cette personne là elle est maquée avec les agents américains, et ils envoient donc des rapports de lecture en permanence en disant attention, il y a tel truc qui va sortir, machin, tout ça. Donc évidemment nous on n'a pas ça, bien sûr. Je pense que c'est une profession qui pourrait exister en France. Lecteur. Le Non. scout, c'est le problème, si tu veux, c'est que de mon Au point de niveau vue, américain, je veux dire. c'est que
Reader. Tu veux dire donc des gens qui lisent la production française pour la... La vérité, c'est que les anglophones, ils s'en foutent complètement de ce qu'on publie. Donc 1% de traduction. Oui, sur c'est le ça. marché américain, Ouais. Donc non, ça c'est sûr que non. Mais après, ça c'est une partie de notre boulot, c'est faire traduire nos livres en totalité ou en tout cas en partie pour essayer de les faire lire aux anglophones, essayer de se trouver des agents sur place pour essayer de nous vendre et tout ça. Ça oui, mais des scouts en fond non, ça c'est sûr que non. Mais donc voilà, il y a tout ce qui est quand même super important, hein, tout le vecteur agent et anglophone. Donc il y a une revue spécialisée aussi qui s'appelle Locus, qui est un mensuel auquel on est abonné et qu'on lit pour voir un petit peu les nouveautés, les recherches sur le net. On est quand même relativement nombreux, donc nous on n'a pas de scouts, mais on a un peu des vigies, c'est-à-dire que des gens qui lisent plein de trucs, qui sont chez nous il y a Pierre-Paul Durassenti qui fait énormément ça, Encore un mec dans le boulot, c'est de lire. Ouais, et de traduire aussi lui beaucoup. Alors lui Pierre-Paul, il est pour faire simple, il est avant toute chose, il fait plein de trucs, mais il est avant toute chose responsable des traductions. Donc c'est le monsieur traduction du Bélial, quoi. Et donc voilà, on a ce réseau-là qui nous amène des textes et de toute façon, comme je le dis depuis le début, nous on publie, si t'enlèves Bifrost sur le programme de parution annuel qui prend 4 places, quoi, il nous reste 8-9 fenêtres de tir, tu vois, et donc là-dessus il y a certains bouquins, il y a de nos auteurs, tu vois, je sais pas, Poul Anderson, Greg Egan, Lucius Shepard, Thomas Day, machin, donc eux évidemment on a des choses en cours avec eux, donc ça prend de l'espace de tir, donc finalement on en revient à l'équilibre déjà évoqué, il faut qu'on arrive à ménager, toi, par an un ou deux petits trucs pour une nouveauté, ou voilà, mais on n'a pas beaucoup d'espace pour ça, de place, ouais. Oui. Et, du coup, de manière générale, tu vois une réelle différence entre l'imaginaire français et l'imaginaire anglo-saxon ? C'est une vaste question. Globalement, j'aurais tendance à dire que mais enfin bon, voilà, ça c'est des généralités énormes, mais la littérature de genre francophone, j'ai le sentiment, mais vraiment ça va prendre avec des pincettes, qu'elle dit davantage sur sur le monde d'aujourd'hui. Elle est plus en prise, de mon point de vue, avec ce qu'on vit, avec la crise par exemple, mais pas que, hein, elle dit plus du monde dans lequel on est, je pense, mais il y a plein de contre-exemples, hein, C'est-à-dire qu'en fantasy francophone, les héros sont pauvres. Très... ils sont au Pôle emploi, tout ça, ouais. Bon, pour tout dire, je lis assez peu de fantasy francophone, donc j'ai pas globalement l'imaginaire. Ouais, mais oui, j'ai cette impression-là. Il y a un autre truc, je trouve, l'imaginaire francophone, je trouve qu'il est très mixé en termes de genre. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui sont très très polyvalents, mais ça, je pense que c'est aussi une question de survie. Toi, c'est presque darwinien. C'est peut-être. Moi je suis auteur, voilà, je m'appelle Olivier, je suis auteur, moi ce que j'adore c'est la SF, mais voilà, il n'y a pas énormément de fenêtres de tir, donc tiens je vais essayer de faire un peu de fantasy, ou tiens je vais faire du steampunk en restant SF, tu vois, donc il y a des espèces de décloisonnements, mais qui sont peut-être liés à une nécessité. Je suis pas sûr que ça réponde à un choix, ça il faudrait leur demander, hein. Mais et donc ce décloisonnement il me semble plus marqué chez les francophones, du fait de la nécessité dont on vient de parler, quoi. Et l'édition à la française et l'édition à l'américaine, c'est très différent aussi, ou là vous êtes très franchement, je me rends pas tellement compte, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un échelon qui n'existe pas chez nous, ou peu, disons, qui est l'agent. Mais pas l'agent qui va, enfin nous on est en prise, c'est pas le bon terme, mais en rapport, contact, disons, en contact, voilà, avec des agents qui vont nous proposer les droits, enfin les bouquins de tel et tel auteur. Mais en plus de ces agents-là, les auteurs ont des agents, mais qu'on pourrait dire éditoriaux, qui sont presque des éditeurs, si tu veux, toi, et qui vont les faire bosser. Et une fois qu'ils sont satisfaits, et l'auteur et cet agent, l'agent va faire jouer son réseau pour placer le texte
chez l'éditeur américain. C'est le mot éditeur Voilà, anglais. exactement. Si vous avez l'occasion de tomber, si ça doit exister quelque part sur le net, sur une vieille série qui s'appelle Stark Raving Mad, c'est une série où Je joue connais pas du tout. Patrick... Dempsey. Non, le blond... Humbert. Patrick Dempsey, n'importe quoi. non, le blond de How I Met Your Mother. Patrick... Dr. Neil Horrible. Patrick Harris. Voilà. Neil Patrick Harris a commencé dans cette série et il D'accord. joue le rôle d'un éditeur pour un auteur qui est barjot et qui lui en fait voir de toutes les couleurs, quoi. C'est une série très très drôle qui a eu très peu il doit y avoir 8 épisodes ou un truc comme ça, mais D'accord. c'est vraiment le C'est ce positionnement boulot-là, d'aller babysitter un peu l'auteur, Oui, lui oui, demander c'est ça. où il en est, tout ça, voilà. Exactement. Et alors, c'est vrai que ça, du coup, ça n'existe pas en France. Et donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur. Enfin, nous, on n'est pas. Alors, moi, j'aimerais pas qu'on m'enlève ça, ceci dit. Mais c'est aussi cette absence d'échelon-là, qui fait que tu es en prise directe avec l'auteur sur l'accouchement de son texte, quoi. Voilà, quoi. Donc, ça, c'est quand même une différence très notable, quoi. Oui, Gilo. Oui, alors puisqu'on on a déjà parlé plusieurs fois de Bifrost justement, donc pour revenir un peu à la revue, donc comme tu disais, elle a atteint les 72 numéros quand même, donc c'est déjà Plus de hors-série, ouais. voilà, donc c'est déjà C'est pas impressionnant. Et à titre personnel, tu es quand même connu pour tes éditos engagés, on va dire. Enfin, ils sont souvent assez comment dire. Enfin, t'hésites pas à mettre les pieds dans le plat. Mhm. Et je me demandais comment tu fais pour avoir encore la force, entre guillemets, de t'indigner quand on voit justement l'état du marché, où finalement c'est toujours un peu les mêmes travers qu'on retrouve. Oui, bien sûr. Ouais, de toute façon, ça recoupe tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est-à-dire que c'est la passion, vraiment. Tu vois, enfin, c'est. Dans le bon comme dans le mauvais. Ouais, dans le bon comme dans le mauvais, ouais, bien sûr. Alors après, maintenant je le fais plus tout à fait de la même manière que j'ai pu le faire il y a des années parce que j'étais jeune et foufou et j'avais moins de recul et maintenant je me calme un peu quand même. Mais ça c'est l'âge, c'est pas l'habitude, tu vois, c'est juste l'âge où je me dis bon, je vais prendre les choses un peu Un différemment. peu d'expérience, tu veux dire, Oui, qui voilà, permet d'arrondir légèrement c'est les ça, angles. j'ai pris de l'XP. Ouais, je j'aimerais suis bien que passé ça niveau m'arrive 2. aussi. Maintenant j'ai une dague. Au lieu d'une grosse masse qui détruit tout. Et mais Un peu de subtilité. non mais il y a plein de trucs qui m'indignent ou pas, mais qui je suis pas un chant de Stéphane Hessel, hein, mais même si j'ai beaucoup de respect vraiment pour ce monsieur, mais si ouais, c'est vrai qu'il y a des choses qui m'indignent clairement, et puis il y a des choses qui il se passe plein de trucs en ce moment, donc et c'est pas toujours la même chose. Toi, justement, on parlait du numérique tout à l'heure. Toi, par exemple, l'arrivée de Brajlon, il y a une dizaine d'années. Après, je parle pas de la qualité du contenu éditorial, etc. Mais c'est un changement énorme dans le champ de la fantasy en France. Clairement, il y a un avant et un après Brajlon. Ça, je trouve que c'est passionnant. Éditorialement, dans l'histoire du genre et dans l'histoire de l'édition, c'est passionnant. Donc ça m'intéresse vachement, toi. Il y a plein de choses comme ça, voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, en fait, oui, effectivement, c'est pas toujours la même chose non plus, mais par exemple, le problème de la surproduction, on va dire. Ouais. Bon, ça Ah oui, on peut dire que ça s'arrange, quoi. C'est Non, vraiment- ça on peut pas dire. Et puis, quand tu lis, ça fait, je pense que ça fait 200-300 ans que c'est comme ça. Qu'il y a des mecs qui disent qu'on publie trop de livres. Donc ça, c'est vrai que c'est absolument pas nouveau. Néanmoins, ça me gave. Mais Et non seulement c'est pas nouveau, mais ça va les moyens techniques actuels Ouais, font que bien ça, sûr. au contraire, ça va en exponentiel, quoi. ah oui, C'est un clairement, truc de clairement. fou. Et c'est-à-dire que même, aujourd'hui, n'importe qui pense qu'il peut faire son livre. Il le fout sur Amazon, machin, tout ça. Mais on confond la forme et le fond. Ouais. Un livre, c'est pas juste un ensemble de feuilles ou une tablette avec un bout de carton autour. C'est pas ça, un livre. Un livre, c'est encore une fois, c'est de la passion, c'est du talent, c'est de l'engagement, c'est du travail, c'est du labeur. C'est vraiment quoi. C'est du sang et des larmes, un livre. C'est vraiment ça. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et alors n'importe qui peut proposer de la lecture, mais proposer une œuvre, ça, il y en a très très peu qui sont capables de faire ça. Il y a aussi quelque chose qui a pas changé dans la revue, c'est le ton justement qui est sans concession, on va dire. Non mais Ça a un peu changé quand même.
Ouais, non mais je sais que moi-même quand parce que bon j'ai fait quelques chroniques de temps en temps pour des ouvrages fantasy, et je sais que même inconsciemment au départ je me disais ah oui il faudrait quand même être vraiment dans la ligne. Pas sans pitié mais tu vois. Ouais, faut pas hésiter à être un peu franc du D'ailleurs, collier on quoi. en a parlé, c'est vrai que moi quand il y a des nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent, j'explique un petit peu la ligne. Oui, je pense qu'il faut dire. Il y a la manière de le dire. C'est là où on a changé. C'est là où je te rejoins pas tout à fait. Parce que il y a une époque, on faisait ce qu'on appelait des critiques téléphoniques. Donc on faisait une conversation entre deux mecs, et généralement c'était Sid Vicious parce que c'est un personnage qu'on a inventé et qui navigue un peu dans la revue. C'est un chanteur de punk. Ouais, aussi, c'est vrai. Je dis n'importe quoi. C'est vrai, tu as raison. Et donc on a repris cette figure punk et qui est un espèce de pseudo collectif qu'on se passe et tout ça. Et donc c'était Sid Vicious qui appelait à la rédaction. Et donc il m'appelait moi et en me disant tu fais chier, tu m'as encore demandé de lire cette merde, j'arrive même pas à le finir, j'en ai lu 10 pages. Donc voilà, c'était la critique, c'était ça, et ça faisait 15 lignes. Donc c'était très très court. Ça on a fini, ça on fait plus. Oui. Ouais, ça me fait penser sur le blog c'est Cédric Ferrand qui continue à faire ça sur Gin and Money. Quand il fait une critique de bouquin, souvent il joue le rôle d'un agent américain. Donc vraiment l'agent américain vraiment super capitaliste et qui appelle l'éditeur et qui dit c'est Sylvestre, franchement le nouveau Robin Hood là, elle nous fait 300 pages de rien. Mais bon, à un moment il y a un moment cool où c'est super réaliste. Où t'as une scène de sexe là, mais plus de pages. Et souvent, soit il appelle l'éditeur, soit il appelle carrément l'auteur. Ouais. Ça me faisait penser à ça. Oui, effectivement, ça a l'air d'être un peu le même principe. Le truc, c'est que je me suis rendu compte d'abord que quand même, donc on est là pour dire les choses, mais blesser les gens, c'est toujours chiant quand même. La violence. J'en parlais tout à l'heure. Même si le livre est mauvais ou tu peux trouver raté, etc. Il y a certains de ces livres-là qui sont faits avec sincérité. Et quand tu défonces quelque chose qui est fait avec sincérité, ça blesse énormément. Et en plus, souvent, c'est pas la faute de l'auteur. Enfin, l'auteur, encore une fois, un livre, c'est, de mon point de vue, c'est assez collectif. C'est-à-dire que c'est assez collectif, c'est pas, j'exagère, mais l'éditeur, il a une responsabilité vachement là-dedans. Et donc, si le livre est raté, c'est aussi la faute de l'éditeur. Mais évidemment, l'éditeur, il est rarement mis. Alors, c'est pour ça, nous, dans Bifrost, on met en avant l'éditeur. Enfin, on a tendance maintenant à taper peut-être davantage sur l'éditeur que sur l'auteur. Quand on estime qu'il y a besoin, et encore une fois, c'est pas la majorité des cas, c'est pas tout le temps. Croyez pas que Bifrost est systématiquement un brûlot rempli de fiel. Au contraire, c'est rempli de passion, Bifrost, réellement quoi. Et on a les colères de nos coups de cœur quoi. C'est le principe de la passion, c'est pas tiède. Mais on essaie de moins blesser les gens. Parce que ça fait pas avancer le schmilblick. T'as la manière de dire, tu peux dire qu'un livre est mauvais, tu le trouves mauvais, tu peux dire que ce livre n'aurait pas dû être édité de notre point de vue. Avant, on aurait dit c'est une merde, c'est une honte, et le mec qui a écrit ça, on aurait dû l'abattre. Maintenant, c'était un peu violent, effectivement. Voilà, on fait moins ça, Et c'est en ce sens qu'on a pris un peu de maturité aussi, je pense, et qu'on a une ligne critique qui reste aussi dure, mais qui tend à peut-être à rentrer davantage dans le détail, moins dans le personnel, moins dans l'excès. Mais du coup, c'est des critiques qui font aussi très très mal. Parce que quand, pendant 5000 signes, t'expliques pourquoi ce livre, foncièrement, c'est un mauvais livre, je pense que ça fait du dégât aussi. Mais ça, par contre, c'est une réalité après. Enfin, voilà. Mais il n'y a rien de perso, quoi. Du coup, il n'y a plus à abattre l'auteur, il se suicide en fait. C'est ça. C'est un peu le but, inavoué. Hein. C'est ça qu'on appelle la subtilité. Ou la maturité, j'ai l'intérêt. Mais tu sais, Pierre-Paul me dit toujours, donc il me dit t'es pas assez florentin, toi. C'est le poison. Il faut être florentin. Voilà. Pourtant maintenant t'as une dague, donc oui, c'est ça. Ça devrait être plus pratique. Mais du coup, est-ce que c'est de tout ça que découle la disparition de quelque chose qui a aussi fait entre guillemets la renommée de Bifrost, parce que ça faisait aussi rire beaucoup de monde. Oui, bien sûr. C'était les radis, quoi. Justement. Ouais, ça participe de ce truc-là. Ouais, ça participe clairement. Il y a aussi le fait que j'ai fini moi, à titre perso, par me lasser aussi.
parce que je trouvais ça moins marrant, parce que ça m'amusait moins. Parce que moi, le moteur aussi, c'est de se marrer quand même. Parce que nous, c'est ça qui nous porte tous au Bélial. On aime ce qu'on fait, on se marre en le faisant, quoi. On y prend du plaisir. Ah oui, la passion, c'est pas que chiant. Voilà, ouais, c'est ça. C'est tout sauf chiant. Et là, franchement, ça me faisait moins marrer. Je pense qu'il y a des trucs sur lesquels on s'est trompé aussi. Enfin, il y a des choses qu'on a mal fait dans les Razzies parce que ça a l'air de rien, mais c'est un exercice compliqué. Quand on lit comme ça, tu penses que toi tout est jeté comme ça. C'est pas vrai, c'est très écrit, très très écrit. Les moi je pensais rien de. Non, mais je dis, il y a des gens qui peuvent se dire, parce que c'est fait pour donner avoir l'air l'impression naturel, d'être avec ces espèces de dialogues et tout ça, mais c'est extrêmement écrit et donc c'est un exercice très complexe. Et parfois on était moins bon, et je pense que sur les dernières livraisons on était moins bon, ce qui veut dire qu'on s'usait aussi. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Alors je te dirais bien, nous constamment maintenant il y a des gens tous les jours qui nous disent mais putain, rendez-nous les Razzies que vous avez fait. Ouais, mais bon, alors tu vois, moi c'est marrant, c'est un peu comme quand les gens nous demandent, ça a pu arriver, nous demandent d'être un peu plus polémique ou un peu plus rentre dedans quand on a invité sur le podcast. Je le répète ici, moi c'est pas mon truc, mais voilà. Il y a aussi chez les gens le goût de la polémique, le goût du truc un peu heurté et du truc qui blesse ou. Mais ça, tu vois, les jeux du cirque, quoi, un petit coup. Ça, ouais, mais c'est pas, enfin, le goût de la polémique et les jeux du cirque, c'est pas la même chose, quoi. Je pense que justement, il faut trouver le chemin, la ligne. Et cette ligne, c'est justement ça qui est difficile à tenir, quoi. Et je pense qu'effectivement, parfois, on a versé plus dans le cirque que dans la polémique, et c'était pas nécessairement l'ambition. Et puis le dernier truc, c'est que chose que j'avais pas mesurée quand on a lancé ça, même si je le savais, mais là je l'ai touché du doigt réellement, c'est que c'est un tout petit milieu, bien sûr, et donc en fait même en le faisant qu'une fois par an, tu tombes toujours sur les mêmes personnes, tu vois. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est plus marrant. Rien que ça, c'est plus marrant parce quand que tu tapes sans arrêt sur la même grenouille. Ouais, mais voilà, dire qu'un tel a repondu son nouveau livre aussi merdique que le précédent et sans doute tout autant que le prochain. Bernard, celui dont on doit pas prononcer le nom. Mais pas que, il y en a plein. Enfin, par exemple, et encore lui, enfin bon, lui, il est très riche, donc je pense qu'il est globalement très content. Mais il pourrait faire comme Georges, il pourrait arrêter d'écrire du coup. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, il pourrait plus bloguer, il pourrait. Mais voilà, enfin toi tu tournes un peu en rond aussi, quoi. Donc il y a un moment, voilà, tout ça, moi ça a fini par me lasser. Je pense que j'étais pas le seul au sein des Razzies, même si le jury a changé, a évolué un peu au fil du temps. Voilà, je crois que ça m'amusait plus, ça nous amusait plus, et de fait, j'imagine que ça amusait moins les gens. Même si encore une fois, on a énormément de demandes de lecteurs en ce sens-là. Après, je te dirais bien, toi depuis 1 an et demi, les abonnés de Bifrost ont considérablement monté. Est-ce qu'il y a un lien ? J'en sais rien. Je sais pas, parce que personne nous a dit je m'abonne parce que vous avez arrêté les Razzies. Ça non. Mais le fait est, en tout cas, ça c'est sûr aussi, quoi. Donc je sais pas. Mais Bifrost va bien, quoi. Va même très bien. Cool. Ouais, cool. En tout cas, nous, on te remercie de jamais avoir été nominé. On suppose que les chèques ont toujours été reçus à temps, donc on est content. Ça a été trop tôt. Mais tu sais, il y avait une consécration un petit peu dans les Razzies à y figurer, quoi. Tu vois, il y a des gens qui nous ont dit, mais assez sérieusement, à l'américaine ou à la façon publicitaire, l'important c'est qu'on parle de nous, c'est ça. Non, mais quand tu vois les Razzies, parce que c'est pas nous évidemment qui avons inventé ça, hein, les Razzies du cinéma américain. Alors évidemment, d'abord c'est fait avec énormément de talent. Moi, je trouve que c'est vraiment marrant. Moi, je les regarde, quoi, vraiment. Et puis comme le champ est large, tu vois, alors évidemment ils ont leur tête de turc comme nous on avait nos têtes de turc, tu vois, ça c'est sûr. Mais ça c'est bon, toi l'esprit, enfin l'humour un peu redondant et tout, c'est marrant, voilà. Bon, tu sais que ça va tomber. Mais ça leur était quand même vachement plus, ça leur est plus facile d'ouvrir. Nous, ça devenait un peu trop. Le champ était quand même trop serré, un peu trop restreint. Ouais. Mais tu crois pas aussi que c'est un truc un peu particulier à la France, le principe d'une certaine absence d'autodérision, c'est-à-dire qu'on accepte que quelqu'un d'extérieur vienne se moquer. Totalement. Les inconnus ont le droit de se moquer de plein de choses, les nuls, tout ça. Ouais, mais quand t'es dans le milieu toi-même, c'est difficile d'être. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y a un autre truc qui fait aussi que moi je tiens absolument à avoir une ligne critique dure, mais de mon point de vue juste dans la revue, c'est que j'estime qu'il y a une déshérence de la critique littéraire en France, mais qui est consternante, vraiment, quoi. Et t'as des noms. Et ça. Vas-y.
Non mais Genre plein, il y a, Albakin ou, il y a... non mais je parle d'une manière générale, toi, en mainstream, ou enfin c'est quand même énormément de copinage, des grilles critiques, il y en a quasiment plus. Tu comprends plus comment marche la critique, toi. Enfin, quand tu vois enfin toi, quand Pierre Jourde fait la littérature sans estomac, le pataquès que ça fait, quoi. Enfin ça devient un truc monstrueux. Enfin il y a un moment, je pense que si les gens estiment qu'on a une littérature, enfin on a la littérature qu'on mérite, et là je parle pas de genre, je parle en général, on a la littérature qu'on mérite, et quand tu regardes la littérature française aujourd'hui, manifestement on mérite pas grand chose. Et je pense que si on avait une ligne critique, enfin s'il y avait des vraies critiques en France, avec un véritable écho, et ça, sans que ce soit des potentats, tu vois, je pense que la littérature s'en porterait mieux, réellement. Et à notre petit niveau, c'est aussi ce qu'on essaye de faire dans Bifrost, quoi. Et non, mais pour en revenir à cette fois aussi bien Bifrost que le Bélial, comment vous considérez votre rapport aux réseaux sociaux? Puisque là aussi, on parlait de critique. Il n'y a pas longtemps, le site du Bélial, enfin, il y a quelques mois maintenant, a vraiment bien évolué aussi. Enfin, maquette et tout ça. Donc, alors, bon, pour être tout à fait clair, moi, je m'en occupe pas non plus. Moi, je fais rien. Mais, le mec qui y est, qui fait rien, ouais. Tu signes l'échec. Ouais, c'est ça. Non, mais là, c'est pareil. C'est Clément, hein, c'est Clément qui s'occupe de ça. Clément s'occupe de l'architecture, la structure, les lignes de programmation. Donc le même Clément Bourgoin qui fait le numérique au Bélial. Moi je suis censé être modérateur, mais en fait je modère assez peu. Gilles, enfin Thomas Day modère, enfin voilà, lui il modère pas mal sur nos forums. J'essaye de mettre un peu de news et tout, mais bon voilà, je sais pas bien le faire, et voilà. Et j'ai pas le temps, franchement j'ai pas le temps, quoi. Et puis en plus j'estime qu'il y a des gens qui le font très bien, notamment Elbakin, quoi. Et sur l'actu, les news, etc. Donc voilà, moi je m'en occupe pas, ça c'est vraiment le champ d'Erwan et de Clément, même si je donne mon avis, parce que alors pour les gens qui connaissent pas, le site du Bélial, il est quand même assez dense, parce que bon, il y a l'aspect promo du Bélial, etc., les nouveautés, tout ça, tout ce qu'on sort, tout le fond, la VPC, machin. Il y a le forum, qui est quand même, qui est pas un énorme forum, mais qui est quand même pas mal, quand même, qui est quand même assez visité. Pour vous donner une idée, c'est en moyenne la fréquentation sur le site, c'est entre 18 000 et 25 000 par mois, quoi. Donc c'est quand même pas mal, quoi, pour un site d'éditeur, enfin considéré comme tel. Et puis il y a le blog, et donc le blog, c'est le blog de la revue, et donc là il y a une ligne éditoriale sur le blog qui est déclinée, disons, de la ligne éditoriale de la revue papier. Donc moi je suis pas le rédac chef du blog, c'est Erwan, mais là on en discute évidemment énormément sur les articles qu'on met, les interviews, les dossiers qui sont menés, parce que parfois il y a un certain nombre d'articles inédits sur le blog. Tout n'est pas, enfin ce n'est pas que des choses qui viennent de la revue papier. Donc là il y a un vrai travail d'édition qui est mené sur le blog publié sur le site du Bélial, quoi. Mais encore une fois, voilà, c'est pas moi qui m'en occupe de ça, quoi. Enfin pas directement, quoi. Mais pour nous c'est important, hein. Enfin cet outil-là nous a considérablement développé la VPC, la vente par correspondance qui est chez nous considérable et hyper importante, vraiment, quoi. Je pense que le développement des abonnements de la revue aussi, il est aussi lié à ça. Donc c'est un gros chantier, un gros dossier. Le net, le numérique en général au Bélial, c'est un truc très très important, très lourd. C'est 2 personnes qui s'en occupent beaucoup, plus d'autres un peu de manière un peu moins chronophage, disons. Mais c'est pas moi directement, voilà. Et du coup, ton rapport avec les blogs, les blogueurs, les sites spécialisés il est assez ténu, hein, pour dire le vrai. Vous n'envoyez pas beaucoup de SP ? On en envoie quand même. On est énormément sollicité, hein, franchement. Ce qui me dérange toujours, c'est que tu sais, il y a des gens que tu connais, donc il y a pas de souci. Tu sais le travail qui est mené. On peut pas tout suivre, tu vois. Et du coup, on a assez peu d'outils pour savoir qui tu es en face, soit le nombre de visiteurs, enfin, est-ce que c'est des trucs vraiment suivis, tout ça. Donc parfois c'est un petit peu un petit bonheur la chance, tu sais pas trop, quoi. Donc
Donc parfois on dit oui, parfois pas. Enfin ça dépend quoi. On peut pas envoyer à tout le monde, c'est l'évidence. Donc ce qui me gêne un peu, c'est qu'on est obligé de choisir et t'as le sentiment d'avoir pas tellement les outils, pas toujours les outils pour choisir à qui t'envoie ou pas. Et ça c'est un petit peu chiant quoi. Mais après voilà, si la personne moi je lis les articles qui sont écrits, je regarde quand même un peu le fond. Même si je me dis, bon, ça n'a pas l'air d'être super suivi. Tu sais, tu regardes les commentaires, toi, le nombre de commentaires, machin. Si l'article, le fond me semble de qualité, j'en vois. Si c'est pas le cas, même si j'ai l'impression que c'est suivi, j'en vois pas, de toute façon. Et voilà, bon, faut choisir, quoi. Bon, donc on choisit. Mais moi, je suis pas tellement, vraiment, très franchement, j'ai pas beaucoup le temps. Je suis déjà pas mal occupé parce que je fais à côté, notamment la revue, qui est extrêmement chronophage, vraiment quoi. La revue, pour vous donner une idée, c'est en termes d'implication par rapport à un livre, quand tu regardes le temps que te prend pour faire un livre, ce qui veut rien dire, parce que tu vas me dire ça dépend de la taille du livre, est-ce que c'est une traduction, est-ce que voilà, mais disons le temps que tu investis en moyenne sur un bouquin, Bifrost c'est facteur 4 ou 5 pour un numéro de revue, donc c'est sortir 4 numéros dans l'année, pour nous c'est vraiment beaucoup de travail quoi. Donc voilà, ce qui se fait sur le net, je regarde, je suis certains sites pour les infos aussi, pour l'actu quoi, mais pas énormément. Moi j'ai pas de page Facebook à titre perso, donc le Facebook du Bélial, là non plus, c'est pas moi qui m'en occupe du tout. N'allez pas l'insulter sur le Facebook, c'est pas lui. Non, non, et en plus je le lis pas, alors t'as raison. Mais voilà, il faut choisir. Enfin, chacun, les tâches sont assez définies au sein du Bélial. Et moi, il se trouve que voilà, la com, je suis pas community manager du Bélial, pour prendre un mot un peu à la mode, quoi. Et alors, si tu devais retenir qu'un seul titre que tu as édité, ce serait lequel ? Et si tu devais, parce que certains ont besoin de savoir ce qui se passait avant ma naissance, est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé éditer, même dans le passé, ou un truc, un bouquin Ouais, les deux questions sont super difficiles. Franchement, je lis en permanence des bouquins que j'adore, quoi, et qui sont pas publiés par le Bélial. Et heureusement, quoi, parce que sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Quant à te dire, je peux pas retenir un titre du Bélial. Ce que je peux retenir, c'est il y a un bouquin qui s'appelle La Nef des Fous de Richard Paul Russo, qui est un auteur américain, un bouquin de science-fiction. Ce livre-là, qui a été l'un de nos vrais succès, peut-être même le livre qu'on a le plus vendu, enfin faudrait vérifier, mais on a plus de 7000 sur ce bouquin-là. Pour le Bélial, c'est énorme, 7000, en grand format, j'entends, je parle pas du poche, parce que le poche c'est évidemment beaucoup plus, quoi. Ce livre-là, il nous a vraiment sorti de la merde, donc évidemment il est important, quoi. C'est un livre charnière, quoi. Ouais, c'est un livre charnière. Après, donc il est important dans l'histoire du Bélial, mais littéralement, je le mets pas plus en avant que le dernier recueil de Thomas Day, 7 secondes pour devenir un aigle, qui est un livre qu'on va vendre évidemment bien moins, mais qui me tient vachement à cœur parce que je trouve que c'est un bouquin formidable, quoi. Et du coup, quid des futures sorties importantes pour le Bélial ? Y en a plein. Donc il y a 4 numéros de Bifrost l'année prochaine. D'abord, l'année n'est pas finie, donc on va parler des choses un peu plus récentes. On sort un une espèce de best-of, un recueil des meilleures nouvelles de Jean-Pierre Andrevon, qui est un auteur de SF qui a beaucoup compté dans mon parcours de lecteur gamin. Donc là, on en revient à ce que je disais sur Jacques Vance, tout ça. Enfin, moi, je lisais Andrevon quand j'étais petit. Moi aussi. Travail du Furet, tout. Enfin voilà, Gandard, tout ça. Et puis Casa, quoi, les illustrations de Casa. Voilà, moi, ça m'a vachement porté, tout ça. Donc là, moi, quand je publie Andrevon, je suis hyper fier, hyper content. Enfin, j'ai un espèce de sentiment d'accomplissement débile, mais le fait est, quoi, je le vis vraiment comme ça. Et donc là, on sort un très gros recueil de 22 nouvelles de Jean-Pierre Andrevon qui s'appelle Demain le Monde. On a une collection qui se veut un peu une collection de référence chez nous qui s'appelle Quasar, dans laquelle il y a le Dragon Griol par exemple. C'est un format particulièrement grand, avec une fabrication un petit peu spéciale. Il y a des rabats, il y a un vernis sélectif, tout ça. Enfin, c'est des livres cousus, machin. Donc c'est des livres un petit peu chers et dans lesquels on met les choses appelées un peu à durer, quoi. Donc on le sort dans cette collection, bien évidemment. Donc ça, moi, c'est important. Alors ça veut pas dire qu'on en vendra des caisses, mais c'est un livre vraiment
vraiment important. Dans la même collection, on sort à la toute fin d'année donc pareil, un très très gros bouquin de 700 pages qui s'appelle Stark et les rois des étoiles. Donc j'en parlais tout à l'heure, c'est un livre de Leigh Brackett, mais dont certains textes, alors c'est un bouquin qui réunit 3 romans et 3 novellas, et c'est l'ensemble des textes qui prennent pour héros un mec qui s'appelle Eric John Stark, qui est un héros qu'elle a créé dans les années 50. T'as conscience que les gens vont croire ou que c'est un descendant de Tony ou que c'est un ancêtre de Ned. Enfin, t'as conscience de ça. Mais c'est ça, de toute Vous surfez grave sur la vague cinéma et Game of Thrones, quoi. Absolument. Je vois. C'est des ventes assurées là. Hein, et donc ça, c'est pour moi, ça c'est aussi un bouquin important parce que Leigh Brackett, d'abord, c'est la scénariste de l'Empire contre-attaque, hein, quand même, Leigh Brackett. Hein, donc c'est pas n'importe qui non plus. Donc moi, publier la nana qui a écrit l'Empire contre-attaque. Ça me fait me lever la nuit. La force va être avec toi, quoi. Et puis elle a écrit aussi Rio Bravo, elle a écrit Le Grand Nulle Part. Enfin bon, c'est une grande dame de la littérature. Non, mais c'est mieux que La Menace Fantôme. Et du cinéma. C'est pas ce que dit mon fils, mais c'est un petit peu. Mais donc voilà, et ce bouquin-là, voilà, il y a des textes qui sont coécrits avec son mari, qui est aussi un grand auteur de science-fiction que j'ai lu gamin, qui s'appelle Edmond Hamilton, et Ray Bradbury, dont je parlais aussi tout à l'heure, qui a été son petit protégé. Donc voilà, moi je fais un livre sur lequel je mets Leigh Brackett, Ray Bradbury et Edmond Hamilton. Enfin bon, voilà, moi je suis le plus heureux des éditeurs quand je sors un bouquin comme ça. Et donc ça, c'est pour la fin d'année. Et l'année prochaine, il y a plein de trucs. Il y a les dossiers les dossiers dans Bifrost. Alors, on essaie de faire le même équilibre dans la revue en termes de dossiers que ce qu'on fait dans la maison d'édition, quoi. Donc avec des auteurs, disons, plus porteurs, quoi, et puis des auteurs un peu plus pointus. Donc on part avec Lovecraft parce que en bon ancien rôliste de l'Appel de Cthulhu, tout ça. Puis on a tous grandi avec Lovecraft quand même. Non, quoi. pas tous. Non, c'est vrai. Mais Et toi, c'est pour tu ça n'as que je jamais suis saine grandi, en fait. d'esprit. Vous êtes tous fous et pas moi. Ouais, mais c'est vrai que tu sais, Lovecraft, moi c'est, je vais vraiment parler comme un vieux con là, mais il y a, moi quand je lisais Lovecraft au collège, c'est le truc, c'était les vieux présences du futur, tout ça, et on se passait ça un peu sous le manteau pour pas que les profs le voient. C'était un peu la littérature maudite, on a un peu l'impression de lire le Necronomicon, toi. Mais vraiment quoi. On était gamins, tout ça, et ça, en plus ça nous faisait flipper, vraiment, ça nous foutait la trouille, et toi, quand je vois, donc j'ai un fils qui maintenant a 14 ans, qui est un gros lecteur aussi de genre et tout. Enfin, évidemment, je le fais tellement chier toute la journée que. Et donc, ouais, il lit des caissons de BD, des caissons de bouquins, de romans, tout ça, quoi. Et ils ont accès à tout, tu vois, les gamins, c'est super. En même temps, moi j'aurais rêvé de ça, j'ai aucune nostalgie de ça, hein. Tout est disponible pour eux et tout. Alors là, par contre, faut les aider à choisir parce que là il y a tellement de trucs, ça c'est un autre problème, mais voilà, Bifrost c'est aussi un outil pour ça, quoi, par exemple, quoi. Mais le seul revers de ce constat là, c'est qu'il n'y a plus tellement ce goût de l'interdit, toi, du bouquin que tu as cherché pendant des lustres. Moi, je me souviens être allé acheter l'espèce d'incunable de Lovecraft au Cahier de Lerne, toi, le fameux Cahier de Lerne de Lovecraft. Moi, je l'ai cherché pendant des années avec une couve de Druyer, enfin des articles de ouf signés par Topor, tout ça. Enfin, toi, moi, le jour où je l'ai trouvé, mais j'étais comme un dingue, quoi. Et ça, bon, c'est sans doute moins le cas maintenant pour la jeune génération, mais en revanche, eux, ce qui est génial, c'est qu'ils ont tout, donc bon, c'est plus pareil, quoi. Bon, alors justement, en parlant des jeunes, et pour conclure, Olivier, tu vois le Bélial comment dans 10 ou dans 20 ans ? Je vois le Bélial, c'est une bonne question. On est... En dehors du fait que tu vas passer les rênes du pouvoir à ton fils dans un non, alors pas du tout. Dans un bon esprit démocratique. Je suis absolument pas dans la transmission de ce genre de truc. Non, mais en plus j'ai pas du tout d'ambition de grossir. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Enfin, je trouve qu'on publie déjà pas mal de bouquins. Donc, alors oui, on va faire d'autres choses parce qu'on va faire de la BD. On va lancer une nouvelle collection de poche aussi qui s'appelle enfin pas de poche. On va lancer une collection de novellas, ce qui n'est pas du tout du poche et inédite, qui s'appelle 1 heure lumière. Donc c'est des textes courts, entre 7 et 10 euros, toi, avec de la traduction, des auteurs français, tout ça, parce que je pense qu'il y a un public pour ça, et moi il se trouve que la novella, je pense que c'est un des formats maîtres, majeurs
de la littérature de genre dans lesquelles moi j'y ai lu les plus beaux textes de mon histoire de lecteur, quoi. Et je trouve qu'il n'y a pas d'espace pour publier des novellas en France. Alors on le fait de temps en temps dans Bifrost, mais pas assez. Il y a des petites maisons comme ActuSF qui essayent de le faire de temps en temps, mais pas assez. Et donc voilà, nous on va lancer une collection dédiée à ça. Donc voilà, on va faire plein d'autres. Enfin voilà, on se diversifie, on fait d'autres choses. Donc l'ambition, c'est évidemment de perdurer. De fait de grossir un petit peu parce qu'on a des envies de partage qui nous poussent à faire aussi d'autres choses, mais finalement je le vois pas tellement différent de ce que c'est déjà aujourd'hui, c'est-à-dire une réunion d'amis passionnés qui s'attachent à développer leur espace de passionnés. Oui, Voilà. Gillo. Oui, puis peut-être récupérer quand même ces foutus 22 000 €, non? Non, ça c'est mort, ça. Ça c'est foutu vraiment, quoi. Bon, en tout cas, merci. Merci On arrive à vous. au bout de ce podcast. C'est Merci super. Olivier de nous avoir reçus. Et puis, à très bientôt à tous. Merci, à plus. Salut. Au revoir.